Avant les empires, l'aube de la civilisation en Iran, bien avant l'apparition des rois ou des empires, avant que les noms de Cyrus ou de Darius ne soient jamais prononcés, des gens vivaient déjà et construisaient leur vie sur la terre que nous appelons aujourd'hui l'Iran. Cette terre, pleine de montagnes, de rivières et de déserts arides, fut l'un des tout premiers endroits où les humains ont commencé à s'installer. Il y a des milliers d'années, les peuples d'ici ont cessé de se déplacer sans cesse. Ils ont commencé à cultiver, à bâtir des maisons et à former de petits villages. Dans la partie occidentale de l'Iran, près des monts Zagros et dans la région du Khouzestan, certains des tout premiers villages du monde furent construits. Les habitants fabriquaient des maisons en briques d'argile séchées et apprenaient à cultiver des plantes comme le blé et l'orge. Ils élevaient aussi des animaux tels que les chèvres et les moutons. Ces premiers agriculteurs ont commencé à façonner leur environnement, creusant des canaux pour irriguer leurs champs et stockant de la nourriture pour les mois où rien ne poussait. Des lieux comme Tepesialk et Souz ont commencé comme de simples villages mais ont lentement grandi et gagné en importance. Vers 4000 av, Jay-Si, la ville de Souz, montrait déjà des signes de transformation. Les habitants y fabriquaient de la poterie décorée, construisaient de petits temples et utilisaient des tablettes d'argile pour garder des traces. Ce n'était pas encore de l'écriture complète, mais on s'en approchait. C'était le début de quelque chose de nouveau, le commencement d'une vie organisée, où certains guidaient et d'autres suivaient. La terre d'Iran a toujours été une terre de passage et de changement. Elle se trouvait entre les villes riches de Mésopotamie à l'ouest et les anciennes cultures de l'est. Les idées, les biens et les gens circulaient à travers ce territoire. Même à cette époque lointaine, l'Iran n'était pas isolé du reste du monde. Il faisait partie d'un réseau croissant d'échanges et de voyages. Les villages troquaient nourriture, poterie et outils. Les gens se retrouvaient sur les marchés, partageaient des histoires et commençaient peu à peu à construire quelque chose de plus grand que leur monde local. Mais la vie n'était pas facile. Le climat pouvait être rude. Si la pluie ne venait pas, les récoltes mouraient. La maladie et la faim étaient toujours proches. Il n'y avait ni médecin, ni police, ni route sûre. Une seule attaque de pillards pouvait ruiner le travail d'une année entière. Pourtant, les habitants restaient. Ils reconstruisaient encore et encore. Ils élevaient leurs enfants, enterraient leurs morts et transmettaient à chaque nouvelle génération l'art de survivre. Même sans roi, sans empire, ni grandes armées, ces premiers peuples ont donné à l'Iran ses fondations. Ils ont montré comment vivre avec la terre, comment la partager et comment construire quelque chose de durable. Au fil des générations, leurs villages sont devenus des villes. Leurs récits furent transmis oralement des histoires de tempêtes, de moissons et de dieux dans le ciel. Les grands empires de la Perse étaient encore loin. Mais tout a commencé ici dans les maisons simples. La culture patiente des champs et la force discrète de ceux qui ne cédaient pas. Leurs mains ont façonné le sol, leurs espoirs ont façonné l'avenir, et de leur vie rude est née une civilisation. Avec le temps, les outils sont devenus plus solides et les techniques de travail plus efficaces. Les gens ont appris à mieux cuire la poterie, à renforcer leurs maisons et à fabriquer des paniers, des tissus ou des objets en pierre. Petit à petit, chaque chose faite avec soin leur donnait plus de sécurité. Ils commençaient à mieux comprendre les saisons, le mouvement des étoiles, les changements du vent. Ce n'était pas encore la science, mais c'était une forme d'observation transmise de génération en génération. Souvent par des contes ou des gestes appris dans les champs, les anciens Iraniens ont aussi commencé à peindre et à décorer leurs objets du quotidien. Même si leur vie était dure, ils cherchaient à mettre de la beauté autour d'eux. Des motifs simples de fleurs, d'animaux ou de formes géométriques apparaissaient sur les jarres, les outils ou les murs de leur maison. Ces décorations n'étaient pas seulement jolies. Elles avaient parfois une signification, liée à la nature, aux saisons ou à ce qu'ils croyaient. Cela montrait que leur esprit ne pensait pas seulement à survivre, mais aussi à rêver, à donner un sens aux choses. Dans certains villages, des hommes et des femmes devenaient peu à peu des guides. Ils n'étaient pas encore des rois, mais leur connaissance ou leur expérience leur donnait une voix que les autres écoutaient. Ces personnes connaissaient mieux les plantes, les pluies, les animaux ou les dangers. On les consultait avant de prendre une décision. Ils ne portaient pas de couronne,
mais il commençait à diriger les choix du groupe. Au fil du temps, les échanges avec d'autres peuples devinrent plus fréquents. Des voyageurs arrivaient avec des objets nouveaux, des coquillages venus de loin, des perles colorées, des pierres étranges. En retour, les habitants offraient du grain, du tissu ou des peaux. Ces échanges n'étaient pas seulement des échanges de choses. Ils apportaient aussi de nouvelles idées, des façons de cultiver différentes, des outils inconnus et parfois même de nouvelles croyances. Parfois, des conflits éclataient. Deux villages voulaient la même terre ou une source d'eau. Des disputes pouvaient naître parfois violentes, mais souvent les gens trouvaient aussi des moyens de s'entendre, de partager ou de se déplacer ailleurs. La terre était grande et l'esprit d'adaptation était fort. Les familles bougeaient, exploraient, cherchaient un nouvel endroit pour s'installer, creusaient un puits, plantaient des graines et recommençaient. Peu à peu, les villages sont devenus plus organisés. Des murs ont été construits autour des habitations pour se protéger des animaux sauvages ou des visiteurs hostiles. Les chemins de terre devenaient plus visibles, reliant un hameau à un autre. On pouvait marcher une journée entière et passer de village en village, trouvant l'hospitalité d'inconnus qui partageaient du pain et de l'eau. Et même si personne ne savait encore lire ou écrire comme on le ferait plus tard, la mémoire des anciens gardait les souvenirs du passé. Les grands-parents racontaient comment leur grand-père avait survécu à une grande sécheresse, ou comment leur tante avait vu une étoile tomber du ciel. Ces histoires, souvent simples mais pleines de sagesse, étaient le fil qui reliait les générations. C'est ainsi que, lentement, une culture s'est formée. Pas une culture faite de palais et de lois, mais une culture enracinée dans la terre, la famille, l'endurance et la mémoire. Une culture silencieuse mais solide. Une culture qui allait devenir, avec le temps, le cœur de quelque chose de bien plus vaste. Une culture qui, sans bruit, préparait déjà la naissance d'un monde nouveau. Les Élamites, le royaume oublié des monts Zagros. Dans l'extrême sud-ouest de l'Iran, là où les montagnes touchent les plaines, se trouvait autrefois un royaume que la plupart des gens ignorent aujourd'hui. Il s'appelait Élam, bien avant l'Empire perse, bien avant les noms que nous retenons dans les livres d'histoire. Les Élamites construisirent des villes, des temples et des palais. Ils avaient leur propre langue, leur propre dieu et leur propre façon de gouverner. Pendant près de 2000 ans, ils se tinrent aux côtés des grandes puissances de Mésopotamie, non comme des ombres mais comme des rivaux. Le cœur d'Élam était la ville de Souz. Elle se trouvait là où les rivières touchaient la terre ferme, assez proche de Babylone pour commercer et pour se battre. Suse n'était pas seulement une ville, elle était un symbole. Les Élamites la bâtirent avec soin. Leurs édifices reposaient sur de hautes plateformes. Leurs rois laissèrent derrière eux des statues et des gravures. Ils étaient bâtisseurs, artistes et guerriers, et ils étaient fiers de leur terre. Mais les Élamites n'étaient pas un seul et unique peuple. Leur royaume était composé de différentes tribus et de petits groupes, vivant à la fois dans les montagnes et les vallées. Parfois ils se combattaient, parfois ils s'unissaient. Quand des rois puissants apparaissaient, ils rassemblaient ces groupes et s'étendaient vers l'extérieur. Quand les rois étaient faibles, le pays se fragmentait. Mais Élam tenait bon malgré tout. Il possédait un système d'écriture différent du célèbre cunéiforme babylonien, mais tout aussi complexe. Il l'utilisait pour consigner des lois, des contrats commerciaux et des récits. Il croyait en des dieux qui régnaient sur la terre, le ciel et le monde souterrain. Les prêtres et les temples jouaient un rôle central. Il remerciait les dieux, espérant en retour sécurité, pluie et victoire. Les Élamites étaient souvent en conflit avec leurs voisins de l'Ouest, en particulier les Akkadiens, les Babyloniens, puis les Assyriens. Parfois, ils triomphaient. Ils marchèrent même un jour jusqu'à Babylone, emportant ses trésors, dont le célèbre code de loi d'Hammurabi. Ils le rapportèrent à Susée et l'installèrent dans leur propre temple. Pendant un temps, Élam ne se contentait pas de survivre, il dominait. Mais ces victoires ne duraient jamais toujours. Les Élamites étaient forts, mais peu nombreux. Et avec le temps, les attaques venues de l'Ouest devinrent plus difficiles à repousser. Les Assyriens, en particulier, furent d'une brutalité extrême. Lorsqu'ils arrivaient, c'était pour tout détruire. Ils brûlaient les villes, rasaient les temples
et tentait d'effacer le nom d'Élam de la mémoire. Et lentement cela fonctionna. Quand les Mèdes et les Perses émergèrent au nord, Élam était déjà brisé. Ses villes étaient en ruine, son peuple dispersé. Et pourtant, des traces d'Élam subsistèrent. Suse devint une partie des futurs empires perses. Les noms, coutumes et langues élamites se mêlèrent aux cultures suivantes. Le royaume était tombé, mais ses racines restaient ancrées dans la terre. Aujourd'hui, les Élamites sont presque oubliés. Leur langue est illisible pour la plupart. Leurs temples sont en ruine, mais en leur temps ils furent des bâtisseurs de puissance. Leur royaume fut réel, fier et durable. Avant la Perse, avant l'Empire, il y eut Élam debout, dans l'ombre des monts Zagros. Cyrus le Grand, un nouvel ordre mondial. Dans les terres arides du sud de l'Iran, dans un endroit appelé Pars, naquit un homme qui allait changer l'histoire pour toujours. Son nom était Cyrus. Plus tard, on l'appellerait Cyrus le Grand, non pas parce qu'il régnait par la peur, mais parce qu'il gouvernait avec sagesse. Il ne fit pas qu'ériger un empire. Il construisit une nouvelle façon de penser le pouvoir, la liberté et le respect. Il ne voulait pas écraser les peuples. Il voulait les guider. Cyrus était un Perse, et son peuple avait autrefois été sous la domination des Mèdes. Mais les Perses devenaient de plus en plus puissants. Ils avaient appris des Mèdes et des anciens royaumes comme Élam et Babylone. Le père de Cyrus était un roi local, mais Cyrus avait des rêves plus grands. Vers 550 Av, J.C., il mena une révolte contre les Mèdes non par la destruction mais par une stratégie intelligente. Certains disent même que l'armée Mède le rejoignit au lieu de le combattre. Ce fut le début de quelque chose de nouveau. Une fois les terres Mèdes conquises, Cyrus ne s'arrêta pas là. Il se dirigea vers l'ouest, en direction de la Lydie, un royaume riche situé dans l'actuelle Turquie. Le roi lydien, Crésu, était célèbre pour sa richesse, mais l'or ne put le sauver. L'armée de Cyrus le vainquit au combat. Ensuite, au lieu de détruire la Lydie, Cyrus l'intégra à son empire grandissant. Il traita Crésu avec bonté, et cela allait devenir une habitude. Puis vint Babylone, l'une des plus grandes villes du monde antique, puissante, remplie de temples et de richesses, protégée par de solides murailles. La plupart des rois auraient choisi la guerre. Cyrus choisit autre chose. Il entra dans Babylone non comme un conquérant, mais comme un libérateur. Le peuple en avait assez de ses anciens dirigeants. Cyrus promit la paix. Il pria dans leur temple. Il rendit la liberté à ceux qui avaient été réduits en esclavage. L'un de ses actes les plus célèbres fut de permettre aux Juifs, qui avaient été emmenés en exil à Babylone, de retourner dans leur patrie. Il leur rendit les trésors de leur temple et les aida à reconstruire. Cette histoire est encore racontée aujourd'hui dans la Bible. Même en dehors de la Perse, Cyrus s'était vu non seulement comme un roi puissant, mais comme un homme juste et bon. L'empire de Cyrus s'étendait des frontières de l'Inde jusqu'à la mer Méditerranée. C'était le plus vaste que le monde ait jamais connu. Mais il ne tenait pas par la peur, il tenait par le respect. Il laissait les peuples conserver leur langue, leur dieu et leur mode de vie. En échange, il demandait seulement la paix et la loyauté. Il construisit des routes, développa le commerce et créa un système de gouverneurs locaux pour administrer un territoire aussi vaste. Il rédigea même l'une des premières déclarations connues des droits de l'homme, un cylindre d'argile affirmant que chaque individu avait le droit de vivre en paix et de suivre sa propre foi. Aujourd'hui, on l'appelle le cylindre de Cyrus. Cyrus mourut au combat, loin de chez lui, vers 530 Av. G.C. Son tombeau se dresse encore à Pasargade, un simple édifice de pierre, silencieux et solide, à l'image de l'homme lui-même. Il laissa derrière lui non seulement un monde plus grand, mais une meilleure idée de ce qu'un souverain pouvait être. Pour beaucoup, Cyrus le Grand ne fut pas seulement un roi. Il fut le début de quelque chose de plus grand, un monde fondé non sur la peur, mais sur l'équité. Cyrus le Grand, un nouvel ordre mondial. Dans les terres arides du sud de l'Iran, dans un endroit appelé Pars, naquit un homme qui allait changer l'histoire pour toujours. Son nom était Cyrus. Plus tard, on l'appellerait Cyrus le Grand, non pas parce qu'il régnait par la peur, mais parce qu'il gouvernait avec sagesse.
Il ne fit pas qu'ériger un empire. Il construisit une nouvelle façon de penser le pouvoir, la liberté et le respect. Il ne voulait pas écraser les peuples. Il voulait les guider. Cyrus était un Perse, et son peuple avait autrefois été sous la domination des Mèdes. Mais les Perses devenaient de plus en plus puissants. Ils avaient appris des Mèdes et des anciens royaumes comme Élam et Babylone. Le père de Cyrus était un roi local, mais Cyrus avait des rêves plus grands. Vers 550 av. J.C., il mena une révolte contre les Mèdes non par la destruction mais par une stratégie intelligente. Certains disent même que l'armée Mède le rejoignit au lieu de le combattre. Ce fut le début de quelque chose de nouveau. Une fois les terres Mèdes conquises, Cyrus ne s'arrêta pas là. Il se dirigea vers l'ouest, en direction de la Lydie, un royaume riche situé dans l'actuelle Turquie. Le roi lydien, Crésu, était célèbre pour sa richesse, mais l'or ne put le sauver. L'armée de Cyrus le vainquit au combat. Ensuite, au lieu de détruire la Lydie, Cyrus l'intégra à son empire grandissant. Il traita Crésu avec bonté, et cela allait devenir une habitude. Puis vint Babylone, l'une des plus grandes villes du monde antique, puissante, remplie de temples et de richesses, protégée par de solides murailles. La plupart des rois auraient choisi la guerre. Cyrus choisit autre chose. Il entra dans Babylone non comme un conquérant, mais comme un libérateur. Le peuple en avait assez de ses anciens dirigeants. Cyrus promit la paix. Il pria dans leur temple. Il rendit la liberté à ceux qui avaient été réduits en esclavage. L'un de ses actes les plus célèbres fut de permettre aux Juifs qui avaient été emmenés en exil à Babylone de retourner dans leur patrie. Il leur rendit les trésors de leur temple et les aida à reconstruire. Cette histoire est encore racontée aujourd'hui dans la Bible. Même en dehors de la Perse, Cyrus s'était vu non seulement comme un roi puissant, mais comme un homme juste et bon. L'empire de Cyrus s'étendait des frontières de l'Inde jusqu'à la mer Méditerranée. C'était le plus vaste que le monde ait jamais connu. Mais il ne tenait pas par la peur, il tenait par le respect. Il laissait les peuples conserver leur langue, leur dieu et leur mode de vie. En échange, il demandait seulement la paix et la loyauté. Il construisit des routes, développa le commerce et créa un système de gouverneurs locaux pour administrer un territoire aussi vaste. Il rédigea même l'une des premières déclarations connues des droits de l'homme, un cylindre d'argile affirmant que chaque individu avait le droit de vivre en paix et de suivre sa propre foi. Aujourd'hui, on l'appelle le cylindre de Cyrus. Cyrus mourut au combat, loin de chez lui, vers 530 av. G.C. Son tombeau se dresse encore à Pasargade, un simple édifice de pierre, silencieux et solide, à l'image de l'homme lui-même. Il laissa derrière lui non seulement un monde plus grand, mais une meilleure idée de ce qu'un souverain pouvait être. Pour beaucoup, Cyrus le Grand ne fut pas seulement un roi. Il fut le début de quelque chose de plus grand, un monde fondé non sur la peur, mais sur l'équité. Darius le Grand, l'architecte de l'Empire. Lorsque Cyrus le Grand mourut, il laissa derrière lui un vaste empire, le plus grand que le monde ait connu à l'époque, mais il était encore fragile. Il s'étendait de la mer Égée aux confins de l'Inde, mais manquait de structure. Il avait la taille, mais pas la solidité. Il avait besoin d'ordre, de vision et d'unité. Cette tâche allait revenir à Darius, un parent éloigné de Cyrus, qui accéda au pouvoir à une époque de chaos et de confusion. Bien qu'il ne fût pas né pour régner, Darius allait devenir Darius le Grand non par la conquête brute, mais par la manière dont il conçut, stabilisa et éleva l'empire perse en une civilisation durable. Darius n'hérita pas d'un royaume paisible. Après la mort mystérieuse du fils de Cyrus, Cambyse, un homme se fit passer pour son frère et s'empara du pouvoir. Cet imposteur régna brièvement. Darius, alors membre de la garde royale, rassembla un petit groupe de nobles perses et révéla la supercherie. Ensemble, ils tuèrent le faux roi et rétablirent la légitimité du trône. En 522 av. J.C. Darius devint roi non par droit de naissance, mais par la force, le courage et l'habileté politique. Dès le début, Darius dut affronter une tempête. Des rébellions éclatèrent dans tout l'empire, en Élam, en Médie, à Babylone, en Égypte et même plus à l'est.
De nombreux chefs locaux virent dans ce vide de pouvoir une chance de revendiquer leur indépendance. Darius agit vite et avec fermeté. Il mena de multiples campagnes militaires, écrasa les soulèvements et réaffirma son autorité depuis les déserts d'Arabie jusqu'aux plaines d'Asie centrale. Il fit preuve non seulement de force mais aussi de résilience et d'adaptabilité, prêt à écouter, apprendre et changer de tactique pour ramener la paix. Une fois les rébellions écrasées, Darius tourna son attention de la survie vers la stabilité. Ce qui distinguait Darius, c'était son esprit. Il n'était pas seulement un guerrier, il était un organisateur, un penseur, un bâtisseur. Il divisa l'Empire en une vingtaine de régions appelées satrapies, chacune dirigée par un satrape. Ces gouverneurs étaient responsables de la collecte des impôts, du maintien de l'ordre et de l'administration locale. Mais Darius ne faisait pas confiance aveuglément. Il mit en place un réseau d'inspecteurs royaux appelés les yeux et les oreilles du roi qui voyageaient sans prévenir et rapportaient directement au roi. Cela limitait la corruption et maintenait l'Empire sous contrôle. Pour unir l'Empire, Darius construisit des infrastructures. Il créa un réseau de routes sûres et efficaces, la plus célèbre étant la route royale, longue de plus de 200-400 km, reliant Sardes en Anatolie à Suse près du golfe Persique. Les messages pouvaient parcourir cette route en quelques jours grâce aux relais. Ces routes ne servaient pas seulement aux messages, elles transportaient des marchandises, des idées, des cultures et des lois, créant un véritable sentiment d'unité impériale. Darius révolutionna aussi l'économie. Il introduisit une monnaie unique, les darics d'or et les siglos d'argent, qui facilita le commerce à travers l'empire multiculturel. Les marchés prospérèrent, l'artisanat se répandit et les marchands s'enrichirent. Il investit dans l'agriculture, construisit des greniers, creusa des canaux et améliora les systèmes d'irrigation. Un projet ambitieux relia même le Nil à la mer Rouge, ouvrant une nouvelle voie navigable entre l'Égypte et la Perse. Darius n'était pas seulement un administrateur, c'était un homme de foi. Il suivait le zoroastrisme, l'ancienne religion perse fondée sur les enseignements du prophète Zoroastre. Elle parlait d'un combat cosmique entre la vérité, Asha, et le mensonge, Druge, et d'un Dieu suprême unique, Ahura Mazda. Darius croyait que sa royauté était un choix divin. Dans des inscriptions à travers l'Empire, comme la célèbre inscription de Behistun gravée dans une montagne de l'ouest de l'Iran, Darius déclarait que son droit à régner venait d'Ahura Mazda et qu'il gouvernait au nom de la vérité, de la justice et de l'ordre. Nulle part l'héritage de Darius n'est plus visible qu'à Persépolis, la capitale cérémonielle qu'il commença à bâtir dans les montagnes de Perse. C'était une merveille du monde antique avec de grands escaliers, des colonnes de pierre géantes, des bas-reliefs détaillés et des salles capables d'accueillir des milliers de personnes. Des gens venus de tout l'Empire y apportaient leur tribut et célébraient le Nouvel An perse. L'architecture de Persépolis était symbolique, elle montrait un empire fondé sur l'inclusion, la force et l'identité partagée. Chaque figure sculptée sur ces murs représentait une nation différente, non enchaînée, mais comme participant à un ensemble plus vaste. Darius régna pendant 36 ans. Il laissa derrière lui non seulement un empire puissant, mais aussi un empire bien ordonné. Ses systèmes de gouvernement, d'infrastructure, d'économie et d'idéologie devinrent les fondations du pouvoir perse pour les générations à venir. Même après sa mort, ces structures perdurèrent. Son fils Xerxès hérita d'un trône rendu stable par des décennies de règne réfléchi. Au final, Darius prouva que la véritable grandeur ne réside pas seulement dans la conquête, elle réside dans la création. Il n'élargit pas simplement les frontières de l'Empire, il lui donna une âme. Il relia des peuples lointains, transforma le chaos en ordre et éleva la Perse d'un simple ensemble de territoires à l'une des civilisations les plus remarquables. Après la chute de l'Empire, les anciens palais, les temples et les bibliothèques sassanides furent souvent abandonnés ou transformés par les nouveaux dirigeants. Pourtant, les fondations qu'ils avaient posées restèrent solides. Les savants du monde islamique, lorsqu'ils construisirent leur propre centre de savoir, s'appuyèrent sur ce que les Sassanides avaient rassemblé. À Bagdad, dans la maison de la sagesse, les scientifiques et les penseurs traduisirent des textes venus de l'époque sassanide. Sans les efforts des scribes et des intellectuels perses, une grande partie de la connaissance ancienne aurait pu être perdue.
Même dans les campagnes reculées, les traditions sassanides continuaient à vivre. Certaines fêtes, comme le Nouvel An persan, Nowruz, traversèrent les siècles. Les gens continuaient à célébrer le retour du printemps avec des rituels venus du passé, allumer des feux, préparer des repas spéciaux, rendre hommage à la lumière et à la nature. Ces coutumes étaient comme des fils invisibles liant les générations, rappelant que même si l'Empire était tombé, la culture qu'il avait protégée restait vivante. L'art sassanide lui aussi laissa une marque forte. Dans les tapisseries, les bijoux, les sculptures et les fresques, on retrouvait des formes, des symboles et des techniques qui influencèrent les artisans pendant des siècles. Les figures de rois avec des couronnes hautes, les scènes de chasse, les motifs floraux stylisés, tout cela fut repris, réinterprété et transmis jusqu'à l'époque islamique. Ces images devinrent une sorte de mémoire visuelle de l'ancien monde. Le droit sassanide influença également les lois musulmanes. Certains principes de justice, de fiscalité ou d'organisation sociale furent adaptés par les nouveaux califes. Des idées comme l'importance des contrats, la répartition de l'eau ou les règles pour la succession avaient été bien développées sous les Sassanides. Leurs systèmes administratifs divisant le territoire en provinces avec des gouverneurs responsables furent conservés, avec de nouvelles formes. Et puis, il y avait le souvenir. Dans les contes racontés aux enfants, dans les poèmes chantés dans les maisons, les rois sassanides devenaient des figures légendaires. Leurs noms étaient associés à la bravoure, à la justice ou à la sagesse. Certains personnages, comme Khosrow Parviz ou Shirin, sa bien-aimée, inspirèrent des récits romantiques pendant des siècles. Même si la réalité était parfois oubliée, l'image d'un empire noble, raffiné et courageux traversa les âges. Enfin, pour les Zoroastréens restés en Iran ou partis en Inde où ils devinrent les Parsis, l'époque sassanide resta un âge d'or. C'était pour eux un temps où leur foi était respectée, leurs prêtres écoutés, leurs temples honorés. Ils gardèrent en mémoire l'idée que, même en exil ou en minorité, ils avaient été un jour les gardiens d'un grand royaume. Ainsi, bien que l'empire sassanide ait disparu sous les coups de l'histoire, ses idées, son art, sa foi et ses valeurs continuèrent à influencer le monde bien après sa chute. Sa mémoire fut portée par des livres, des gestes et des rêves. Et dans cette mémoire, le feu sacré des anciens rois brillait toujours, comme un phare discret au milieu du temps. Choc des mondes, la Perse et les Grecs. Lorsque Darius le Grand termina de façonner son empire, la Perse était devenue la plus grande puissance politique que le monde ait jamais connue. Des montagnes de l'Inde aux côtes de la mer Égée, c'était un patchwork de civilisations égyptiens, babyloniens, juifs, lydiens et bien d'autres, tous gouvernés sous une même bannière. Pourtant, à l'extrême ouest de l'Empire, dispersé le long de côtes déchiquetées et de péninsules rocheuses, vivait un peuple très différent. Les Grecs. Ces Grecs ne formaient pas un royaume unifié. Ils vivaient dans de petites cités, États, chacune avec ses propres lois, coutumes et identités. Athènes, Sparte, Corinthe, Thèbes, ce n'étaient pas seulement des villes, mais des mondes farouchement indépendants. Ils se disputaient, rivalisaient et se combattaient parfois, mais ils partageaient une langue commune, une religion et une fierté farouche de leur liberté. Pour les Perses, ils semblaient petits, bruyants et désorganisés guère une menace. Mais cela allait bientôt changer. Les ennuis commencèrent vers 500 Save, J.C., lorsque des cités grecques situées sur la côte d'Asie mineure, comme Milet, se révoltèrent contre le contrôle perse. Bien qu'elles fussent sous domination perse, ces cités étaient culturellement grecques. Elles en voulaient aux impôts perses et à leurs gouverneurs et aspiraient à l'indépendance. Cette rébellion, connue sous le nom de révolte ionienne, était au départ modeste, mais elle devint plus grave quand Athènes et Érétrie envoyèrent des navires et des troupes en renfort. Pour Darius, ce n'était pas un simple problème local, c'était une insulte. Il n'avait pas initialement l'intention d'envahir la Grèce continentale, mais désormais il voulait punir ceux qui avaient osé défier son autorité.
Il voyait cela non seulement comme une révolte, mais comme un affront au pouvoir royal. En 490 av., J.C. Darius lança une invasion massive. Les forces perses traversèrent la mer Égée et débarquèrent près d'un endroit nommé Marathon. Les Athéniens marchèrent à leur rencontre, accompagnés de quelques alliés, bien qu'en infériorité numérique, les hoplites grecs, des citoyens soldats lourdement armés, combattirent avec discipline et bravoure. Leur charge brisa les lignes perses. La bataille de Marathon devint une victoire éclatante pour la Grèce et une défaite choquante pour la Perse. Un messager aurait couru jusqu'à Athènes pour annoncer la nouvelle, inspirant ainsi la course du marathon moderne. Mais la Perse n'en avait pas fini. Darius mourut peu après, mais son fils, Xerxès, monta sur le trône avec des ambitions encore plus grandes. Il leva l'une des plus grandes armées de l'histoire ancienne, certains parlent d'1 million d'hommes, même si le nombre réel était sans doute bien moindre. En 480 av., J.C. Xerxès traversa l'Hellespont, l'actuel détroit des Dardanelles, sur un pont flottant et marcha vers la Grèce. Les Grecs, sachant qu'ils ne pouvaient affronter les Perses en terrain découvert, firent halte aux Thermopyles, un étroit passage montagneux. Là, le roi Léonidas de Sparte et une petite force de 300 Spartiates et alliés tinrent tête à l'armée perse pendant 3 jours. Bien qu'ils furent finalement submergés, leur résistance héroïque devint une légende. Pendant ce temps, la flotte grecque attira les navires perses dans les détroits de Salamine. Les Perses avaient plus de navires, mais les Grecs connaissaient les eaux. Dans une bataille chaotique et brutale, les trirèmes grecs petites, rapides et maniables écrasèrent les grands vaisseaux perses. Xerxès, du haut d'une colline, regarda sa flotte sombrer et se replia bientôt en Perse, laissant ses généraux derrière lui. En 479 av., J.C. les Grecs avaient repoussé les dernières forces perses. La bataille de Platée mit fin aux invasions. La Perse restait un empire puissant, mais son rêve de conquérir la Grèce était terminé. Ce n'était pas seulement une guerre de territoire, c'était un choc de culture. La Perse était une monarchie fondée sur un vaste contrôle et un roi divin. La Grèce, elle, était une terre de débat, de rivalité et de liberté, où les citoyens partageaient le pouvoir et questionnaient l'autorité. Pour les Grecs, la Perse incarnait la tyrannie. Pour les Perses, la Grèce était chaotique et irrespectueuse. Ils se comprenaient mal, mais chacun voyait en l'autre une menace. Pour la Perse, ces guerres montrèrent les limites de son pouvoir. Pour la Grèce, elles marquèrent le début de sa grandeur. En résistant à la Perse, les Grecs commencèrent à se définir. Leurs victoires leur apportèrent confiance, unité et menèrent finalement à l'âge d'or d'Athènes, où fleurirent philosophie, science et art. De ces batailles naquit une histoire d'Orient contre Occident, d'empire contre liberté, qui résonnerait à travers les siècles. Les guerres entre Perses et Grecs ne détruisirent pas la Perse, ni ne mirent fin aux divisions grecques. Mais elles ouvrirent un nouveau chapitre, un moment où 2 modes de vie opposés s'affrontèrent, et où l'histoire fut façonnée non seulement par les épées, mais aussi par les idées. La chute des Achéménides, le rêve d'Alexandre. Après leur guerre contre les Grecs, l'empire perse restait vaste, riche et respecté. Mais derrière les murs dorés et les palais royaux, l'empire commençait à se fragiliser. L'énergie et l'ambition des anciens rois comme Darius le Grand et Xerxès s'étaient éteintes. Les souverains suivants occupaient le trône, mais sans la force ni la vision de leurs ancêtres. Même s'ils régnaient encore sur d'immenses territoires et recevaient des tribus de provinces lointaines, des signes de déclin apparaissaient. Des querelles dans la famille royale, des satrapes ambitieux agissant de leur propre chef, et une distance croissante entre la capitale et les provinces, tout cela trahissait la chute lente d'un géant. Puis de l'ouest surgit une tempête, Alexandre de Macédoine. Né en 356 av., G.C. et éduqué par le grand philosophe Aristote, Alexandre grandit en écoutant des récits de héros grecs et de rois perses. Son père, Philippe II, avait déjà uni la plupart des cités grecques. Mais Alexandre rêvait plus grand. Il voulait vaincre les puissants Perses et devenir le roi du monde connu.
Il ne cherchait pas seulement le pouvoir, il voulait unir l'Orient et l'Occident pour créer quelque chose de nouveau. En 334 av, J.C. à seulement 22 ans, Alexandre mena une armée à travers l'Hellespont, en Asie mineure. Son armée était plus petite que les forces perses, mais mieux entraînée, plus rapide et d'une loyauté farouche. Sa première grande bataille au fleuve Granique se termina par une victoire. Dès lors, la conquête était lancée. Ville après ville tombait. Certaines résistaient, d'autres l'accueillaient. Partout où il allait, Alexandre laissait derrière lui des gouverneurs locaux et des garnisons grecques pour maintenir l'ordre. En 333 av, J.C. il affronta Darius III, dernier roi de la lignée achéménide, à Issos. Darius disposait d'une armée bien plus grande et de la gloire royale. Mais une fois encore, les tactiques d'Alexandre se révélèrent supérieures. Sa cavalerie perça les lignes perses et Darius prit la fuite, abandonnant sa famille et son camp royal. L'empire perse, autrefois craint sur plusieurs continents, venait d'être humilié. Alexandre ne s'arrêta pas. Il descendit la côte levantine, prenant des villes majeures comme Tyr après des sièges brutaux, et entra en Égypte, où il fut accueilli en libérateur. Les Égyptiens le saluèrent même comme un pharaon. Il fonda la ville d'Alexandrie, qui deviendrait plus tard un symbole de savoir et de commerce. C'est là qu'Alexandre montra un autre visage, non seulement celui d'un conquérant, mais aussi celui d'un pont entre civilisations. En 331 av, J.C., la bataille décisive eut lieu à Gaugamel, près de l'Irak actuel. Darius avait reconstitué son armée, rassemblant des forces de tout l'Empire. Pourtant, Alexandre frappa avec précision. Il utilisa le terrain et l'entraînement de ses hommes pour briser les lignes ennemies. L'armée perse s'effondra. Darius s'enfuit de nouveau, mais cette fois il fut trahi et tué par l'un de ses propres généraux. Avec la mort de Darius, Alexandre entra à Suse, puis à Persépolis, joyau étincelant de la grandeur perse. Là, il trouva d'immenses richesses, or, argent, trésors amassés depuis des générations. Il organisa une grande fête de victoire. Mais dans un moment décisif, le palais de Persépolis fut incendié. Était-ce une vengeance pour l'incendie d'Athènes par les Perses un siècle plus tôt? Un accident sous l'effet de l'alcool, un acte symbolique marquant la fin d'une époque? Les historiens débattent encore. Ce qui est certain, c'est que les flammes ont marqué la chute des Achéménides. L'empire fondé par Cyrus le Grand 2 siècles plus tôt. Pourtant, le but d'Alexandre n'était pas la destruction. Il voulait l'unité. Il porta des habits perses, adopta les coutumes royales et encouragea ses officiers à épouser des femmes perses. Lui-même épousa Roxane, une noble bactrienne. Il maintint les fonctionnaires perses en poste, utilisa les langues locales et se fit appeler roi d'Asie. Il rêvait d'un nouvel empire combinant la discipline grecque et l'élégance perse, un empire de fusion et non de domination. Mais le rêve d'Alexandre fut de courte durée. En 323 av, J.C., à l'âge de 32 ans, il mourut soudainement à Babylone. Certains parlent de fièvre, d'autres d'empoisonnement. Il ne laissa aucun successeur clair. Son immense empire, s'étendant de la Grèce à l'Inde, fut divisé entre ses généraux, appelés les diadoques. Ils se disputèrent son héritage pendant des décennies, fondant leur propre royaume. L'empire achéménide, bien qu'éteint, laissa un héritage profond. Il avait uni des peuples sur 3 continents, construit des routes et un système postal, diffusé l'idée d'un gouvernement centralisé et influencé le droit, l'art et la religion. Même sa chute donna naissance à quelque chose de nouveau, le monde hellénistique, où les cultures grecques et orientales se mêlèrent dans des cités comme Alexandrie, Antioche et Séleucie. La chute de la Perse ne fut pas seulement la fin d'un royaume. Ce fut un tournant, le moment où une ancienne puissance céda la place à de nouvelles visions. Et dans les cendres de Persépolis, une nouvelle ère vit le jour. Les Séleucides. L'hellénisme en terre perse, lorsqu'Alexandre le Grand mourut en 323 av. J.C., son empire s'étendait de la Grèce jusqu'à l'Inde, mais il ne laissa aucun héritier clair.
Ces généraux, les diadoques, se retournèrent les uns contre les autres, livrant de féroces guerres pour prendre le contrôle. Au milieu de ce chaos, un général s'imposa au cœur des anciennes terres perses, Séleuco Ier Nicator. Séleuco était macédonien, comme Alexandre, et avait été l'un de ses commandants de confiance. Mais à présent, il gouvernait un territoire vaste et inconnu des terres, autrefois sous le contrôle de l'empire achéménide, peuplé de gens parlant le perse, vénérant des dieux zoroastriens, et n'ayant que peu de liens avec la Grèce ou la Macédoine. C'est de ce défi qu'est né l'Empire séleucide. À son apogée, l'Empire séleucide s'étendait de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, à travers la Mésopotamie et jusqu'en Iran, atteignant même certaines régions de l'Afghanistan et du Pakistan. Séleuco gouverna d'abord depuis Babylone, l'antique cité des rois et des savants. Mais il fonda bientôt de nouvelles villes de style grec, dont la grande cité de Séleucie sur le Tigre, qui devint une capitale prospère, pleine d'échanges, d'apprentissage et de vie multiculturelle. Des temples, des théâtres, des forums s'élevèrent aux côtés des anciens sanctuaires et jardins perses. Avec Séleucos et ses successeurs arrive à l'hellénisme la diffusion de la langue, de l'art, de la politique et des coutumes grecques. Ce n'était pas juste une mode, c'était une véritable vague culturelle. Le grec devint la langue des documents officiels et du commerce. Des gymnases et des écoles grecques apparurent dans les centres urbains. Des statues de Zeus et d'Apollon trônaient à côté de symboles perses comme le pharavar, et dans certains lieux les dieux grecs et perses fusionnèrent en de nouvelles formes. Les rois séleucides frappèrent des monnaies à leur effigie dans le style grec, mais portant souvent des couronnes ou des habits orientaux, un symbole des deux mondes qu'ils cherchaient à unir. Mais la culture perse ne disparut pas. Dans les campagnes, les petites villes et les villages de montagne, les gens continuaient à vivre selon les anciennes traditions. Ils parlaient les langues locales, célébraient les fêtes perses et pratiquaient le zoroastrisme. Les temples du feu brûlaient sans interruption, gardés par des prêtres perpétuant les rituels anciens. La noblesse iranienne conserva son pouvoir régional et son identité culturelle. Avec le temps, une culture hybride émergea à la fois grecque et perse. Elle se manifesta dans l'art, la cuisine, les vêtements et même dans la manière de gouverner. Cependant, gouverner un empire aussi vaste et mêlé n'était pas une tâche facile. Les Séleucides durent constamment affronter d'autres dynasties grecques, surtout les Ptolémées d'Égypte, qui rivalisaient pour le contrôle de la Méditerranée orientale. Plus à l'est, de nouvelles menaces apparaissaient. En Bactriane, des gouverneurs grecs commencèrent à agir de manière indépendante, formant leur propre royaume. Et en partie, un défi bien plus grand était en train de naître. Vers le milieu du IIIe siècle Av, J.C., un chef nommé Arsas, s'éleva en partie, une région du nord-est de l'Iran. Il déclara son indépendance et posa les fondations de ce qui deviendrait l'empire parthe. Cette rébellion marqua le début d'un lent déclin pour les Séleucides. À mesure que leur province orientale faisait sécession, les Séleucides peinaient à conserver l'Ouest. Leurs armées étaient dispersées, leurs cités étaient parfois loyales, parfois rebelles. Et plus on s'éloignait de la capitale, moins les rois avaient de contrôle réel. Pendant plus de 150 ans, les souverains séleucides tentèrent de maintenir leur empire intact. Ils construisirent des routes et des forteresses, encouragèrent le commerce entre l'Inde et la Méditerranée et promurent le mélange des cultures. Mais ils ne gagnèrent jamais vraiment la confiance de nombreux Iraniens qui les voyaient comme des souverains étrangers et lointains. Leur emprise s'affaiblit, leurs armées rétrécirent et leurs provinces se détachèrent une à une. Pourtant, la période séleucide laissa son empreinte. Ce fut une époque d'échange et d'expérimentation où les terres perses furent liées au vaste monde grec. Les idées circulaient sur la science, la philosophie, l'art et le gouvernement. Des villes comme Séleucie, Antioche et Ecbatane devinrent des carrefours culturels. Même après le déclin de l'Empire, ces cités restèrent des centres dynamiques de savoir et de commerce. Les Séleucides montrèrent qu'il est plus facile de conquérir une terre que de la conserver et que gouverner deux civilisations à la fois est un exercice d'équilibre délicat. Leur empire devint un pont entre le monde achéménide disparu et le monde parthe en pleine ascension, entre le souvenir du passé perse et l'avenir qui s'annonçait. Les Parthes,
seigneur cavalier de la plaine iranienne. À mesure que l'empire séleucide commençait à s'affaiblir et que ces vastes territoires devenaient de plus en plus difficiles à contrôler, une nouvelle force apparut discrètement dans les terres orientales de l'Iran. Elle ne naquit pas dans des palais ni de vieilles lignées royales, mais dans les plaines ouvertes, les déserts et les sels. C'étaient les Parthes cavaliers d'abord, souverains ensuite qui allaient bâtir l'un des empires les plus durables de l'histoire iranienne. Ils venaient de la région nord-est de l'Iran appelée la Parthie, une terre montagneuse et rude où seuls les plus résistants pouvaient survivre. Les habitants de cette région, en particulier une tribu appelée les Arsacides, étaient des cavaliers et chasseurs aguerris. Au départ, ils n'étaient guère plus qu'un groupe de rebelles opposés au pouvoir séleucide. Mais à la différence des autres, ils possédaient un atout unique, le cheval et l'arc. Les guerriers parthes devinrent célèbres pour leur vitesse et leur précision. Montant des chevaux rapides et tirant des flèches en arrière tout en se repliant, une manœuvre connue plus tard sous le nom de tir parthe, ils surpassaient les armées traditionnelles. Les Grecs et leurs successeurs n'avaient jamais rien affronté de tel. Les Parthes ne bâtissaient pas de grandes murailles ni ne comptaient sur de vastes forces d'infanterie. Leur empire était façonné par le mouvement, le bon moment et le vent du désert. Avec le temps, les Parthes étendirent leur influence. Ils étaient patients et prudents. Au lieu de raser les villes qu'ils conquéraient, ils les absorbaient. Les dirigeants locaux pouvaient conserver leur pouvoir à condition de prêter serment de loyauté au roi arsacide. De cette manière, les Parthes bâtirent un empire sans avoir à contrôler chaque détail. Ils autorisèrent la diversité, voire l'autonomie, en échange de tribus et d'allégeances. Au 1er siècle avant notre ère, l'empire parthe s'était transformé en un vaste royaume s'étendant du fleuve Euphrate à l'ouest jusqu'aux confins de l'Asie centrale à l'est. Il se trouvait au carrefour des civilisations, entre le monde romain et la Chine, entre la Méditerranée et la route de la soie. La Parthie devint un lieu d'échange de marchandises et d'idées tapis, perles, encens, soie, mais aussi religion, styles artistiques et modèles politiques. Puis vint Rome. À mesure que la République romaine s'étendait vers l'Est, elle se heurta aux terres parthes. L'affrontement entre ces deux grandes puissances allait durer des siècles. Le plus célèbre de ces conflits eut lieu en 53 av. J.C., lorsque Marcus Licinius Crassus, un général romain, envahit la Parthie dans l'espoir d'une victoire rapide et glorieuse. Au lieu de cela, près de la ville de Carès, ses troupes furent encerclées et anéanties par les archers à cheval parthes. Crassus fut tué, et la majorité de son armée détruite. Ce fut l'une des pires défaites de Rome, un triomphe éclatant pour l'art militaire parthe. Les rois parthes n'imitaient pas les souverains grecs. Ils ne suivaient pas les modes hellénistiques. Au contraire, ils rétablirent les coutumes et les valeurs perses. Leurs pièces représentaient des autels du feu zoroastrien. Leurs cours utilisaient des titres et des cérémonies persanes. Les rois portaient de longues robes, des barbes bouclées et de hauts couvre-chefs symbolisant le pouvoir divin. Le pouvoir n'était pas centralisé, il était partagé entre familles nobles. Le roi arsacide gouvernait davantage comme un premier parmi ses pairs que comme un monarque tout-puissant. Cela rendait l'empire flexible, mais parfois instable. La capitale parthe, Ctésiphone, près de l'actuel Bagdad, devint une ville riche en commerce et en culture. Elle attira marchands, artisans, érudits et pèlerins. Les Parthes ne cherchaient pas à imiter la grandeur romaine ni la philosophie grecque. Ils cherchaient plutôt à maintenir un équilibre entre tribus, religions et régions. Mais avec le temps, des fissures apparurent. Le système souple de familles nobles commença à se fragmenter. Des guerres civiles affaiblirent l'État. Et tandis que les Parthes avaient longtemps résisté à Rome, un nouvel ennemi émergea de l'intérieur même de l'Iran, les Sassanides, une dynastie originaire de la province méridionale du Fars, qui finira par renverser les Arsacides et prendre leur place. Et pourtant, l'héritage des Parthes perdura. Pendant près de 5 siècles, ils avaient préservé l'indépendance de l'Iran, repoussant les empires étrangers tout en reliant l'Est et l'Ouest. Ils régnèrent non pas avec du marbre ou du fer, mais avec mobilité, résilience et une fierté farouche. Leur empire n'était pas fait de pierres et de colonnes, mais de cavaliers, de vents et de vastes plaines ouvertes, un chapitre unique dans la longue histoire de l'Iran.
L'Empire sassanide. Feu et gloire, des ombres déclinantes du monde partent. Quelque chose de fier et de déterminé commença à émerger. Dans les terres baignées de soleil du sud de l'Iran, près des ruines de Persépolis, l'ancien cœur de l'Empire achéménide, une nouvelle puissance s'éveillait. Cette force montante regardait vers les gloires de Cyrus et Darius, mais aussi vers un renouveau de l'identité perse. C'étaient les Sassanides, et ils ne se contentaient pas de survivre ou de gouverner. Ils cherchaient la gloire, l'ordre et la renaissance de l'âme iranienne. Pendant les 4 siècles à venir, ils allaient façonner non seulement le plateau iranien, mais aussi influencer la politique, la religion, l'art et la guerre à travers l'Asie, le Moyen-Orient et le monde méditerranéen. L'histoire commence avec un homme nommé Ardashir Ier. Il n'était pas né au pouvoir impérial, il était un gouverneur local du Fars, opérant sous l'autorité affaiblie et morcelée de la dynastie parthe. Mais Ardashir n'était pas un satrape ordinaire. Issu d'une lignée de prêtres, il revendiquait par son ancêtre Sassan un héritage sacré lié au feu divin du zoroastrisme. Vers 224 de notre ère, Ardashir mena une révolte contre le dernier roi arsacide, Artaban IV, et après une bataille décisive près de Hormozgan, le chapitre parthe de l'histoire iranienne se referma. Ardashir émergea non comme un simple chef de guerre tribal, mais comme un visionnaire. Il proclama le début d'une nouvelle ère, l'Empire sassanide, nommé en l'honneur de son ancêtre divin. Il adopta le titre de Shahanshah, roi des rois, ravivant l'ancienne notion perse de souveraineté divine. Sa vision était claire. Reconstruire un pouvoir central enraciné dans les traditions antiques mais adapté à une époque nouvelle. Ses successeurs, en particulier son fils Shapur Ier, concrétisèrent cette vision en bâtissant des cités, en commandant de grandes œuvres d'art et d'architecture, et plus célèbres encore en affrontant l'Empire romain. Dès le départ, l'identité sassanide fut profondément liée au zoroastrisme. C'était plus qu'une religion, c'était un mode de vie, un guide pour le droit, la société et la royauté. Les Atash Behrams, ou temples du feu sacré, s'élevèrent à travers l'Empire, avec des flammes éternelles entretenues par des prêtres devenus une nouvelle élite. Ces derniers prirent une puissance non seulement spirituelle, mais aussi politique. Le zoroastrisme fut institutionnalisé. L'Avesta, texte sacré zoroastrien, fut compilé et canonisé. Sous des rois comme Khosrow Ier, les temples prospérèrent, les fêtes religieuses furent largement célébrées, et la religion d'État façonna la vie publique dans tout l'Empire. Dans cet ordre nouveau, le roi n'était pas seulement un chef militaire ou politique, il était un agent divin, choisi par Ahura Mazda pour maintenir l'ordre cosmique, ou Asha. Les rituels royaux étaient empreints de symbolisme religieux, les coutumes de cour marquées par la cérémonie, et même les vêtements et les images publiques rappelaient le lien entre royauté et ciel. Les pièces portaient l'image du feu sacré. Les palais étaient conçus avec une forte charge symbolique. On disait que la couronne du roi, si lourde de pierres précieuses, devait être suspendue par des chaînes lors des couronnements. L'Empire était plus centralisé et organisé que jamais ne l'avaient été les Parthes. Des ministères furent créés pour gérer les impôts, le commerce et les travaux publics. Les gouverneurs étaient nommés par la couronne et responsables devant la bureaucratie centrale. Des codes juridiques furent élaborés, et les tribunaux rendaient la justice selon un mélange de décrets royaux et de principes religieux. Les routes, dont certaines dataient des Achéménides, furent réparées et élargies, reliant les cités, les ports et les forteresses frontalières. La célèbre route de la soie devint un artère vitale du commerce sassanide, reliant l'Empire à la Chine, à l'Inde, à l'Arabie et à Rome. Sur le plan culturel, les Sassanides supervisèrent un âge d'or. Dans leur capitale Ctésiphone et dans d'autres villes comme Gundishapur, des érudits venus de tous les horizons se rassemblèrent. Des textes grecs, sanscrits, syriaques et araméens furent traduits en moyen perse, conservant d'immenses bibliothèques de sciences, de médecine, d'astronomie et de philosophie. C'est là que la logique grecque rencontra les mathématiques indiennes, et que la théologie zoroastrienne débattit avec la pensée chrétienne nestorienne, juive et manichéenne. L'Académie de Gundishapur devint l'un des centres d'études les plus respectés, rivalisant avec Alexandrie et Athènes. Mais aux côtés des réalisations intellectuelles et religieuses, vinrent des conflits incessants.
L'Empire romain était à la fois voisin et ennemi. Les régions frontalières de Mésopotamie et d'Arménie étaient particulièrement disputées. Par moments, les deux empires se disputaient ou perdaient des villes clés. L'épisode le plus spectaculaire se produisit sous Shapur Ier, qui non seulement vainquit les Romains, mais captura l'empereur Valérien lui-même, le seul empereur romain capturé vivant par une puissance étrangère. Shapur fit graver son triomphe dans la pierre à Nakhchurostam, montrant l'empereur agenouillé devant lui, une image destinée à l'éternité. Ces guerres, cependant, eurent un prix élevé. Si certains rois, comme Shapur II et Khosrow Ier, Anushirvan, réussirent à contenir Rome et à étendre les frontières, d'autres subirent des défaites désastreuses. Le long et coûteux conflit avec Byzance, successeur oriental de Rome, épuisa l'économie, affaiblit l'armée et minait la cohésion interne. Les villes changeaient de main, les forteresses tombaient, les traités étaient signés puis brisés dans un cycle sans fin. Pendant ce temps, au sein de l'Empire, les tensions s'accentuaient. Le zèle du pouvoir pour l'orthodoxie zoroastrienne aliéna les communautés non zoroastriennes. Chrétiens, juifs, bouddhistes et manichéens furent parfois soupçonnés, lourdement taxés, voire persécutés, surtout en période de guerre, lorsque les minorités religieuses étaient vues comme des traîtres potentiels. D'autres fois, ils étaient tolérés selon l'humeur du roi au pouvoir. Les inégalités économiques s'aggravèrent aussi. Tandis que l'élite vivait dans le luxe, paysans et ouvriers supportaient le poids des ambitions impériales. Impôts lourds, conscription et hiérarchie sociale rigide provoquèrent le mécontentement. Des rébellions éclataient parfois, notamment dans les marges de l'Empire, là où la loyauté envers la couronne était la plus faible. Le pouvoir des grandes familles nobles, ou Wuzurgen, rivalisait parfois avec celui du roi, provoquant intrigues de cour et crises de succession. Au XVIe et début du VIIe siècle, l'Empire atteignit à la fois son apogée et sa plus grande vulnérabilité. Sous Khosrow II, les Sassanides lancèrent une campagne foudroyante contre les Byzantins, capturant Antioche, Jérusalem et même l'Égypte. Pendant un bref instant, il sembla que la Perse allait enfin conquérir les territoires orientaux de Rome. Mais ce succès tourna à la démesure. Dans un retournement aussi rapide que spectaculaire, les Byzantins sous Héraclius contre-attaquèrent, reprenant les terres perdues et marchant profondément en territoire perse. L'empire sassanide, usé par la guerre et divisé intérieurement, se retrouva vulnérable juste au moment où une nouvelle force surgit des déserts d'Arabie, l'islam. En quelques décennies après la mort du prophète Muhammad, les armées arabes musulmanes balayèrent l'empire affaibli. En 651, le dernier roi sassanide, Yasgard III, fut tué en fuite et les grands temples du feu s'éteignirent. Et pourtant, même dans la défaite, l'héritage des Sassanides survécut. Leurs systèmes administratifs influencèrent le califat abbasside. Leurs styles artistiques marquèrent l'art islamique. Leurs traditions spirituelles survécurent dans les communautés zoroastriennes d'Iran et d'Inde. Leur mémoire perdura dans la littérature persane, surtout dans des œuvres comme le Shahnameh, où les héros portaient les couronnes sassanides et luttaient pour une gloire éternelle. Pendant plus de 4 siècles, les Sassanides avaient été les gardiens de l'identité perse antique, marchant sous des bannières de flammes et de justice. Leur ville résonnait de musique, de savoir et de foi. Leur roi régnait non seulement pour conquérir, mais pour préserver un ordre qu'il croyait divin. Bien que l'Empire ait fini par tomber, son cœur, son feu ne s'est jamais vraiment éteint. La conquête arabe, quand la foi rencontre le feu, la fin ne vint pas avec un rugissement, mais avec de la poussière montant à l'horizon des étrangers à cheval, portant des bannières marquées de mots, non d'images. Les Sassanides avaient combattu Rome pendant des siècles et résisté à d'innombrables rébellions. Leurs palais étaient riches, leurs temples remplis de flammes sacrées et leurs armées redoutées dans tout l'Empire, du Tigre à l'Indus. Mais ce qui approchait était différent. Ce n'était pas seulement une nouvelle armée, c'était une nouvelle manière de vivre. Depuis les déserts d'Arabie, le vent du changement soufflait sur l'Empire, portant avec lui une nouvelle foi, une nouvelle langue et un feu qu'on ne pourrait plus éteindre. Tout commença discrètement.
Ces régions avaient vu des siècles d'incursions similaires, mais derrière ces attaques se cachait quelque chose de plus profond, quelque chose que l'Empire n'avait jamais affronté auparavant. Les hommes qui entraient en Perse étaient des disciples d'un prophète nommé Muhammad. Ce n'étaient pas seulement des combattants, c'étaient des croyants, unis par la foi et liés par une cause plus grande que n'importe quel royaume. Ils portaient un message qui se répandait rapidement sur toute la péninsule arabique. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Muhammad est son messager. Au début, les commandants perses sous-estimèrent la menace. Les nouveaux venus n'avaient pas de grand empire, pas de ville majestueuse, pas de lignée royale. Ils venaient du désert, montaient des chameaux et des chevaux robustes, s'habillaient simplement, souvent sans armure. Mais ils venaient avec discipline, foi et détermination. Et ils arrivaient à un moment où le monde sassanide était déjà en train de s'effondrer. Des années de guerre brutale contre l'Empire byzantin avaient épuisé la Perse. Le trésor était vide. Les récoltes avaient échoué à cause de la sécheresse et des maladies s'étaient propagées dans les villages et les villes. Le trône était devenu une porte tournante de rois faibles ou de courte durée. Les querelles entre nobles, prêtres et généraux empêchaient toute unité au moment où elle était le plus nécessaire. Quand les armées musulmanes arrivèrent en force, les Sassanides étaient déjà en train de s'effondrer de l'intérieur. De grandes batailles secouèrent l'Empire. À Qadisiyah, les puissants éléphants perses symboles de pouvoir impérial furent mis en déroute par les archers arabes et la cavalerie légère. Un an avant, la célèbre victoire des victoires pour les Arabes, la défense perse s'écroula définitivement. Les villes tombèrent rapidement après cela, certaines prises par la force, d'autres se rendirent sans combattre. Les temples du feu, autrefois centres de pouvoir et de tradition, devinrent silencieux, leurs flammes sacrées éteintes alors que l'ancienne religion perdait sa place. Ctésiphon, la magnifique capitale sur le Tigre, connue pour son grand arc et ses palais royaux, fut abandonnée avant même d'être capturée. La famille royale s'enfuit vers l'est, emportant avec elle les trésors qu'elle pouvait. Elle espérait reconstruire dans les régions lointaines de l'Empire, mais la vague était irrésistible. Les forces musulmanes ne se battaient pas seulement pour gagner des terres, elles croyaient accomplir un commandement divin. Pour beaucoup d'entre eux, ce n'était pas simplement une conquête, c'était un destin. Cependant, la conquête ne rencontra pas seulement de la résistance. Certains Perses, épuisés par les guerres, les impôts lourds et le poids d'un clergé élitiste, accueillirent les nouveaux venus. Les dirigeants arabes promirent un traitement juste, une tolérance religieuse pour les gens du livre et des impôts plus légers. Et dans de nombreux cas, ces promesses furent tenues. Les conversions ne furent pas forcées. Ceux qui acceptaient le pouvoir musulman pouvaient garder leur maison, leurs coutumes, et souvent même leurs fonctions s'ils prêtaient allégeance. Et bien que l'Empire soit tombé, sa culture ne disparut pas. Le zoroastrisme continua d'exister dans certaines campagnes. Quelques temples restèrent discrètement actifs pendant des générations. Les traditions perses, la littérature et les compétences administratives furent lentement intégrées au nouveau système. L'arabe devint la langue dominante dans les domaines religieux et officiels, mais la poésie, les récits et le savoir persan continuèrent à exister en arrière-plan. Les penseurs perses commencèrent à écrire en arabe, mais portaient avec eux l'esprit de leurs ancêtres. Avec le temps, de nombreux anciens ennemis devinrent partenaires. Les savants perses enseignèrent la science, la philosophie et la médecine à leurs nouveaux dirigeants. Les architectes perses contribuèrent à façonner les villes islamiques naissantes. Les administrateurs perses aidèrent à gérer le califat grandissant en utilisant un savoir transmis à travers des siècles d'empire. Même la manière dont l'islam fut pratiqué et exprimé dans les terres orientales prit une teinte nettement persane, riche en poésie, en mysticisme et en profondeur spirituelle. La chute de l'empire sassanide ne fut pas un simple effondrement. Ce fut une transformation. Ce qui prit fin, ce ne fut pas seulement un royaume, mais un ancien monde, une manière de vivre centrée sur les rois, les prêtres et le feu. Mais quelque chose de nouveau émergea à sa place. La foi de l'islam prit racine, mais elle grandit dans un sol persan, et de ce sol naquit une nouvelle culture islamique dans la foi, persane dans l'âme. La foi et le feu s'étaient affrontés. Un empire était tombé,
mais des cendres et de la poussière surgit une nouvelle identité. Le nom du prophète remplaça celui du Shah. L'appel à la prière résonna là où jadis retentissaient les décrets royaux, mais l'esprit de la Perse résilienne, poétique, fière survécut, et bientôt il se relèverait, non comme un rival de l'islam, mais comme son partenaire, façonnant l'avenir d'une civilisation entière. Du califat au roi, l'esprit persan persiste. L'empire avait disparu, mais la Perse ne s'était pas éteinte. Les grandes salles de Ctésiphone étaient désormais vides. Les temples du feu ne brûlaient plus comme autrefois, mais quelque chose de plus profond demeurait, quelque chose que ni les épées ni les prières nouvelles ne pouvaient effacer. La Perse avait été conquise, oui, mais elle n'avait pas été brisée. Sa langue, ses idées, sa manière unique de voir le monde, tout cela avait plié sous la pression, mais n'avait pas cédé. En réalité, cela recommençait doucement à s'élever, même sous l'ombre du califat. Au départ, les califes gouvernaient depuis des terres lointaines Médine, Damas, puis Bagdad. Les Omeyyades, puis les Abbassides détenaient le pouvoir suprême sur un monde islamique en pleine expansion. Pourtant, à mesure que ce nouvel empire s'étendait vers l'Est, il se retrouvait au cœur de l'ancienne Perse, et lentement le califat devint autre chose. Les souverains parlaient arabe, mais leur cour portait des robes persanes. Ils priaient en arabe, mais administraient avec des méthodes perses. Les califes adoptaient la langue du Coran, mais s'appuyaient sur des scribes, ingénieurs et savants persans pour gouverner leurs villes, bâtir leurs palais et rédiger leurs lois. La cour abbasside de Bagdad, scintillante d'or et d'ambition, devint une étrange réflexion du style impérial perse. Des vizirs persans servaient de cerveau de l'État, concevant les systèmes fiscaux, organisant les réseaux postaux et dessinant les plans urbains. Ils apportaient avec eux des méthodes d'administration perfectionnées au fil des siècles, faisant écho aux anciennes satrapies achéménides et à la bureaucratie raffinée des Sassanides. L'étiquette perse façonnait la manière dont les nobles se saluaient, comment les lettres étaient rédigées, et même comment le silence devenait un langage dans la conversation. Ce qui avait été perçu comme étranger devint à la mode puis indispensable. Il ne fallut pas longtemps avant que la frontière entre vainqueurs et vaincus ne commence à s'estomper. Sur le plan politique, la Perse avait été soumise, mais sur le plan culturel, elle était en train de gagner discrètement. Les penseurs persans enseignaient dans les cours royales. Les récits persans furent racontés à nouveau, mais en arabe. De grandes œuvres scientifiques, mathématiques et philosophiques furent rédigées dans une langue mêlée, souvent portée par des idées et savoirs venus de l'Iran pré-islamique. En médecine, en astronomie et en géographie, la sagesse de l'ancienne Perse ne fut pas perdue, elle fut traduite, réinterprétée et ranimée. Mais tout le monde ne se contenta pas de l'arrière-plan. À mesure que le califat abbasside s'affaiblissait, miné par des révoltes, des rivalités internes et l'immensité de son territoire, des chefs locaux prirent le pouvoir. Certains se nommaient gouverneurs, d'autres osèrent se dire rois. Dans les montagnes, les vallées et les anciennes capitales de Perse, des dynasties commencèrent à émerger, petites d'abord, mais fières. Elles continuaient à s'incliner devant le calife en public, mais en privé, elles gouvernaient selon leurs propres règles. Ces hommes lisaient la poésie persane, finançaient des écoles et des observatoires, et rêvaient d'un jour où l'Iran brillerait à nouveau. La terre autrefois dominée par la couronne sassanide était désormais morcelée. Au Khourasan, les Tahirides revendiquaient le pouvoir. Au Tabaristan, les imams zaïdites défiaient à la fois le sunnisme et la suprématie arabe. Plus à l'ouest, les bouyides d'origine daylamite prirent le contrôle de Bagdad, tout en laissant au calife abbasside un rôle purement symbolique. Ces dynasties livrèrent des guerres, nouèrent des alliances, mais elles partageaient toutes un même élan, un retour à l'identité persane, enracinée dans l'histoire, mais transformée par l'islam. Elles fondaient de nouvelles cités, mais leur donnaient d'anciens noms. Elles lisaient le Coran en arabe, mais composaient des poèmes en persan. Elles construisaient des palais neufs, mais les remplissaient d'histoires de rois oubliés. L'un des groupes les plus puissants fut celui des Samanides. Ils régnaient depuis l'Asie centrale, mais parlaient le persan et soutenaient la culture persane. Sous leur règne, la langue persane renaquit non seulement parlée, mais aussi écrite à nouveau dans son propre alphabet. Elle avait survécu à voix basse,
Désormais, elles revenaient en chansons et en vers. Leurs cours à Boukhara et Samarcande devinrent des centres d'art et de savoir où se réunissaient calligraphes, savants et poètes. La langue des rues devint la langue des rois. Le persan n'était plus seulement la langue des marchands et des mers, il devenait la voix du pouvoir. Le grand poète Ferdowsi allait bientôt reprendre cette mission, mettant par écrit les récits des anciens souverains dans une œuvre monumentale qui survivrait aux empires. Le Shahnameh n'était pas simplement de la littérature, c'était la mémoire transformée en vers un pont entre passé et présent, entre feu zoroastrien et prière islamique. L'œuvre de Ferdowsi redonna un visage aux héros persans, un rythme aux batailles oubliées et une âme à une nation en quête de sa voix. Même dans le tumulte, l'esprit de la Perse demeurait. Le pays avait changé, la foi avait changé, mais l'âme du lieu, son amour de la beauté, du savoir, de l'ordre et de l'histoire était toujours bien vivante. Aucun empire ne dure pour toujours. Mais certaines cultures ne reposent pas seulement sur des pierres ou des flammes, mais sur la mémoire et le sens. La Perse était de celle-là. Elle était tombée, oui, mais dans sa chute, elle avait semé quelque chose de profond. Et lentement, cette chose commençait à refleurir, pas comme une simple copie du passé, mais comme un avenir nouveau enraciné dans un sol ancien, étendu à nouveau vers la lumière. Les Samanides et la renaissance de la culture persane. L'Empire avait disparu, mais la Perse ne s'était pas éteinte. Les grandes salles de Ctésiphon étaient vides. Les temples du feu ne brûlaient plus comme autrefois. Mais quelque chose de plus profond subsistait, quelque chose que ni les épées ni les nouvelles prières ne pouvaient effacer. La Perse avait été conquise, oui, mais elle n'avait pas été brisée. Sa langue, ses idées, sa façon unique de voir le monde, tout cela avait fléchi sous la pression, mais jamais ne s'était brisé. En fait, ces choses commencèrent doucement à renaître, même à l'ombre du califat. Au départ, les califes régnaient depuis des terres lointaines, Médine, Damas, puis Bagdad. Les Omeyyades, puis les Abbassides, détenaient l'autorité suprême sur un monde islamique en pleine expansion. Mais à mesure que cet empire grandissait vers l'est, il se retrouvait au cœur de l'ancienne Perse. Et lentement, le califat se transforma. Les dirigeants parlaient arabe, mais leurs cours portaient des robes persanes. Ils priaient en arabe, mais administraient en suivant les systèmes perses. Les califes adoptaient la langue du Coran, mais ils comptaient sur des scribes, ingénieurs et érudits persans pour diriger leurs villes, construire leurs palais et rédiger leurs lois. Avec le temps, ce qui avait été une domination étrangère commença à adopter les coutumes des conquis. La cour abbasside de Bagdad raisonnait des conseils des vizirs persans et se parait d'art marqué par les styles iraniens anciens. Les formes architecturales perses, arcs, dômes, mosaïques complexes réapparurent dans les mosquées et palais, transformant le langage visuel même de l'islam. Et si l'arabe devint la langue sacrée, le persan demeura la langue de la culture, tissant sa présence dans l'esprit des poètes, savants et hommes d'État. Bientôt, la frontière entre vainqueurs et vaincus devint floue. Sur le plan politique, la Perse avait été battue, mais sur le plan culturel, elle prenait doucement le dessus. Des penseurs persans enseignaient dans les cours royales. Des récits persans furent traduits et racontés en arabe. De grandes œuvres de sciences, de mathématiques et de philosophie furent écrites dans un mélange de langues, s'inspirant souvent d'idées persanes transmises depuis des siècles. Ce n'était pas une résistance, c'était une renaissance, une mémoire retrouvée. Un peuple se souvenant de ce qu'il avait été, mais certains ne voulaient pas rester dans l'ombre. Lorsque le califat abbasside commença à perdre en puissance, des dirigeants locaux prirent leur place. Certains se nommaient gouverneurs. D'autres osaient se proclamer rois. Dans les montagnes, les vallées et les anciennes capitales de Perse, des dynasties virent le jour modeste d'abord, mais pleines de fierté. En public, ces hommes s'inclinaient encore devant le calife, mais en privé, ils gouvernaient selon leurs propres règles. Ils lisaient de la poésie persane, finançaient des écoles et des observatoires, et rêvaient d'un avenir où l'Iran brillerait à nouveau. L'un des groupes les plus puissants fut celui des Samanides. Ils régnaient depuis Boukhara et Samarcande, des villes d'Asie centrale qui semblaient jadis éloignées du cœur de la Perse, mais qui devinrent à présent de nouveaux centres culturels et de renouveau. Bien que les Samanides fussent techniquement des vassaux du calife,
Ils gouvernaient avec assurance, et dans leur cour, le persan redevenait la langue du pouvoir et de la fierté. Sous leur protection, la langue persane renaquit non seulement parlée, mais aussi écrite à nouveau avec son propre alphabet. Elle avait survécu dans des murmures. Elle revenait maintenant dans les chants et les poèmes. Les Samanides financèrent des bibliothèques et rassemblèrent des savants. Ils soutinrent des géographes, des astronomes, des médecins et des logiciens. Mais plus que tout, ils donnèrent aux poètes l'espace pour respirer. Et c'est sous cette protection qu'une grande voix allait s'élever. Ferdowsi. Né plusieurs générations après la chute des Sassanides, il était un homme de mémoire profonde. Dans son œuvre Le Shahnameh, il rassembla les mythes et légendes du passé antique de l'Iran pour les transformer en une grande épopée. Ce n'était pas qu'un récit, c'était une reconquête. À chaque vers, Ferdowsi rappelait au monde que la Perse n'était jamais morte. Les rois et les armées avaient disparu, mais l'âme de l'Iran demeurait et elle s'exprimait en poésie. Même dans le chaos, l'esprit de la Perse tenait bon. La terre avait changé, la foi avait changé. Mais l'âme de ce liaison amour de la beauté, du savoir, de l'ordre et de l'histoire vivait encore. Aucun empire ne dure éternellement, mais certaines cultures ne reposent pas uniquement sur la pierre ou le feu, mais sur la mémoire et le sens. La Perse était l'une d'elles. Elle était tombée, oui mais en tombant, elle avait semé quelque chose de profond. Et peu à peu, cette chose commençait à refleurir. Et ce qui fleurissait, ce n'était pas seulement la culture. C'était une confiance retrouvée. Une civilisation ayant survécu à invasion après invasion commençait à s'affirmer, non par la force mais par son influence. De la musique à la médecine, de l'astronomie à l'art du récit, le monde persan étendait ses racines sous le sol de l'âge d'or islamique, le nourrissant en silence, invisible mais essentiel. Les Samanides avaient allumé la torche, d'autres allaient la porter plus loin. Les Turcs Seldjoukides, nomades en soie persane. Ils venaient des steppes cavaliers aux yeux perçants, montures rapides et un mode de vie porté par le vent. Les Turcs Seldjoukides n'étaient pas nés en Perse. Ils étaient nés sur les routes, dans les vastes prairies où les tentes apparaissaient et disparaissaient comme la brume du matin. Ils parlaient une autre langue, suivaient d'autres coutumes et priaient en direction de la Mecque avec la même ferveur que ceux qui les avaient précédés. Mais lorsqu'ils arrivèrent en Perse, quelque chose changea pas d'un coup, mais lentement, comme une teinture qui imprègne la soie. Les Seldjoukides étaient d'abord des guerriers. Ils ne construisaient pas les villes, ils les prenaient. Ils n'écrivaient pas de poésie, ils déclamaient la victoire. Leur force ne se trouvait pas dans les bibliothèques ou les parchemins, mais dans la vitesse de leur cavalerie et la précision de leurs flèches. Leur loyauté allait au chef choisi par la force, non par la loi. Ils voyaient le monde comme un espace à traverser, non à gouverner. Mais même les conquérants doivent un jour poser pied à terre. Même les nomades finissent par s'installer. Et lorsque les Seldjoukides s'installèrent, ils se trouvèrent entourés d'un monde trop riche pour être ignoré, un monde de dômes et de jardins, d'astronomes et de calligraphes, de lois rédigées en de magnifiques écritures, et d'une sagesse plus ancienne que leur tribu. Les Seldjoukides ne détruisirent pas ce monde, ils l'adoptèrent. Sous leur règne, la Perse ne disparut pas, elle se transforma. Les Turcs gouvernaient, mais l'esprit persan guidait leur façon de gouverner. Le persan redevint la langue de l'administration. Des scribes persans écrivaient les ordres. Des architectes persans construisaient les mosquées. Des savants persans conseillaient les sultans. Les coutumes persanes s'infiltrèrent dans la vie de cour, influençant tout, de l'étiquette à l'architecture. Les souverains seldjoukides, jadis cavaliers illettrés venus de l'Est, devinrent alors des défenseurs du savoir, des mécènes de la connaissance et des protecteurs des arts. Ils ne se contentaient plus de porter la soie, ils apprenaient à comprendre les fils qui tissaient la société. L'empire qu'ils construisirent s'étendait de l'Asie centrale jusqu'aux portes de la Méditerranée. Ils comprenaient des régions de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie et même de la Turquie actuelle. Pourtant, son cœur battant sa culture, son esprit restait profondément persan. Des villes comme Nishapur, Raï et Ispahan prospérèrent sous leur contrôle,
Devenant des centres du commerce, de la théologie, de la science et de l'art, la vie urbaine s'épanouissait, les caravansérails accueillaient les voyageurs le long de la route de la soie, des palais s'élevaient à côté d'anciens ziggourats, le pouls de l'Empire battait dans des rythmes anciens et nouveaux à la fois. Dans les villes, quelque chose de remarquable vit le jour. Des écoles appelées madrasas surgirent à travers tout le pays. La plus célèbre était la Nizamiya de Bagdad, où enseignait un penseur brillant nommé Al-Ghazali. Ces écoles n'enseignaient pas seulement la religion, on y apprenait aussi les mathématiques, la science, la philosophie, le droit. On y débattait de logique et de foi, de raison et de révélation. Le savoir coulait comme un fleuve ancien, large et accueillant. Et derrière beaucoup de ces écoles se tenait un homme nommé Nizam al-Mulk, vizir persan au service des sultans seldjoukides comme une ombre fidèle à leur côté. Il gouvernait non par les armes, mais par les idées. Et grâce à lui, la pensée politique persane entra dans le pouvoir turc. Nizam al-Mulk n'était pas seulement un administrateur, il était un visionnaire. Il croyait que le savoir était le pilier le plus fort d'une société juste. Son livre célèbre, le Siyasatnama, le livre du gouvernement, devint un guide pour les rois, pas seulement seldjoukides. Il enseignait que la justice était le fondement du pouvoir, que les dirigeants devaient écouter les sages et que l'État devait servir à la fois la foi et la raison. Avec lui, l'État seldjoukide gagna plus que de la stabilité. Il gagna une identité façonnée par des siècles de pensée persane. Mais comme toute chose, la puissance des seldjoukides n'était pas faite pour durer. Les frères se battirent entre eux, les sultans s'élevèrent et chutèrent. Les croisés poussèrent à l'ouest, et de nouvelles tribus menaçantes surgirent à l'est. L'unité qui avait autrefois coulé comme un fleuve se brisa. Des États seldjoukides rivaux émergèrent au Khorasan, en Anatolie, en Syrie, chacun revendiquant l'héritage, chacun perdant une part du tout. La force qui venait autrefois de la steppe ouverte s'était figée dans le luxe, et avec lui était venue la faiblesse. Les jardins avaient remplacé les camps, mais dans leur ombre, l'ambition fanait. L'Empire se scinda, comme un fleuve qui se divise en plusieurs bras. Certaines parties restèrent fortes, d'autres s'éteignirent. Mais même lorsque les Seldjoukides s'effondrèrent, le monde qu'ils avaient contribué à façonner subsista. Car ce que les Seldjoukides laissèrent véritablement derrière eux, ce n'était pas seulement des terres ou de l'or, c'était l'image d'un monde persan enveloppé dans des mains turques. Ils étaient arrivés en étrangers, sauvages et libres. Ils repartirent transformés, souverains drapés de soie persane, avec des villes à leur nom et des savants dans leur cour. La Perse avait été conquise, encore une fois, mais comme toujours, elle n'avait pas disparu. Elle était devenue plus vaste, plus riche, plus complexe à nouveau tissée dans le tissu du monde. Leurs chevaux avaient autrefois galopé à travers les plaines, poursuivant le vent. Désormais, leur nom résonnait dans les mosquées carrelées, dans la calligraphie, dans les pages silencieuses de la loi et de la théologie. Les Seldjoukides étaient venus pour gouverner, mais à la fin ils furent eux aussi gouvernés par la beauté, par la sagesse et par l'âme éternelle de la Perse. Les invasions mongoles, destruction et renaissance, ils sont venus comme une tempête bruyante, soudaine et irrésistible. De l'Est, les Mongols ont déferlé sur la terre comme un feu sur de l'herbe sèche. Ils ne sont pas arrivés avec des traités, des promesses ou une diplomatie prudente. Ils sont venus avec des sabots tonitruants, des flèches sifflantes et la volonté terrifiante d'un homme nommé Genghis Khan. Et sur leur passage, la Perse a tremblé non seulement de peur, mais avec la conscience que quelque chose de permanent était en train d'être déchiré. Les invasions mongoles du XIIIe siècle ne ressemblaient à rien de ce que la Perse avait connu auparavant. Ce n'étaient pas simplement des batailles, c'étaient des vagues de destruction qui balayaient tout sur leur passage. Des cités qui s'étaient dressées fièrement pendant des siècles se sont effondrées en quelques jours à peine. Les murs solides offraient peu de protection contre des ennemis plus rapides que le vent et plus puissants que la pierre. De grandes bibliothèques trésors de poésie, de science, de droit et de philosophie furent incendiées, leurs pages réduites en fumée. Les rivières coulèrent rouges et noires, rouges du sang des innocents massacrés, noires de l'encre des livres jetés à l'eau et piétinés par les sabots.
De Nishapur à Ray, de Merv à Bagdad, les Mongols n'apportèrent pas seulement la guerre, mais une annihilation totale. Des villes entières furent effacées, rayées des cartes et des mémoires. Des peuples disparurent, des cultures furent interrompues, des voix se turent. À Merv seulement, une cité autrefois parmi les plus grandes du monde, presque chaque habitant fut tué. Les os des morts s'empilaient en monticules. Le silence remplaça le chant. La poussière remplaça l'ordre. Le peuple perse, qui avait enduré des siècles de changements dynastiques, d'invasions étrangères et de dirigeants changeants, n'avait jamais rien vu d'aussi rapide, cruel et absolu. Et pourtant, malgré cette obscurité, ce n'était pas la fin de l'histoire perse. Il est facile, trop facile, de ne voir les Mongols que comme des destructeurs, et au début, c'est tout ce qu'ils semblaient être. Mais après que la fumée se fut dissipée et que les derniers cris se furent tus, quelque chose d'inattendu commença à émerger. Les conquérants, si impitoyables combats, commencèrent à s'arrêter. Ils regardèrent les terres qu'ils avaient écrasées et virent des choses qu'ils n'avaient jamais connues. Ils virent des villes aux dômes étincelants sous le soleil, des savants capables de cartographier les étoiles, des ingénieurs qui faisaient couler l'eau à travers les déserts. Ils virent l'art, le droit, la beauté et l'équilibre. Et peu à peu, l'envie de brûler fit place à l'envie de construire. Sous le règne des descendants de Genghis Khan, en particulier Hulagu Khan, qui mena le terrible sac de Bagdad en 1258, un nouveau chapitre s'ouvrit. La Perse, bien que meurtrie et marquée, recommença à respirer. Les Mongols, désormais maîtres d'une terre trop ancienne et trop sage pour être ignorée, retirèrent leurs casques et regardèrent autour d'eux. Ils commencèrent à reconstruire les villes qu'ils avaient détruites. Ils rouvrirent les routes commerciales qui, autrefois, vibraient du passage des caravanes. Ils accueillirent non seulement des guerriers, mais aussi des poètes, des bâtisseurs, des mathématiciens et des médecins. Avec le temps, les chefs mongols commencèrent à adopter les coutumes mêmes des peuples qu'ils avaient conquis. Ils engagèrent des architectes persans pour construire leurs palais. Ils écoutèrent les conseils des sages persans. Ils se marièrent dans des familles nobles persanes. La langue de la cour changea. Les vêtements changèrent. Les manières s'adoucirent. Les Mongols ne devinrent pas perses, mais ils cessèrent d'être des étrangers. Une figure clé de cette transformation fut Ghazan Khan, un puissant souverain de l'île Kana, l'État mongol qui contrôlait la Perse. Ghazan se convertit à l'islam en 1295, un geste qui en choqua plus d'un, mais qui changea tout. Non seulement il adopta la religion persane, mais il fit aussi du persan la langue officielle de l'administration et de la culture. Sous sa direction, les Mongols de Perse devinrent quelque chose de nouveau. Des dirigeants qui n'étaient plus des maîtres étrangers, mais une partie du monde perse lui-même. Ces réformes contribuèrent à reconstruire les infrastructures, à restaurer la justice et à réveiller la fierté culturelle. La destruction avait été réelle. Des générations entières avaient disparu, des trésors de pensée et de mémoire avaient été réduits en cendres. Mais la Perse ne disparut pas. Elle plia, mais ne rompit pas. Comme un arbre en pleine tempête, elle se courba et se fendit, mais ses racines tinrent bon. Et lorsque la tempête se fut éloignée, elle repoussa un peu différente, mais toujours pleine de vie. Les invasions mongoles laissèrent derrière elles bien plus que des ruines et des ossements. Elles enseignèrent au monde une vérité vitale. Même après le pire, même après la chute des cités et la perte du savoir, les peuples peuvent reconstruire. Un lieu peut être brisé et pourtant renaître. Le feu peut détruire, mais il peut aussi dégager le sol pour de nouvelles semences. Et dans le silence qui suit les cris, quelque chose de nouveau peut prendre forme. La Perse, une fois de plus, porta le poids de l'invasion et s'en servit pour forger un nouveau chapitre de son histoire. La culture qui avait produit Ferdowsi, Avicenne et Rumi ne mourut pas, elle s'adapta, survécut et persista silencieusement. Ce n'était plus exactement la même Perse qu'avant, mais elle n'avait pas été effacée. Et elle ne le serait jamais. Après la tempête, la terre semblait endormie. Mais sous la surface, des racines anciennes reprenaient vie. Dans les années qui suivirent les premières invasions, un changement profond s'opéra. Les anciens centres du savoir, bien qu'endommagés, retrouvèrent peu à peu leur voix
Des écoles furent rouvertes, des manuscrits recopiés, et les jeunes générations commencèrent à réapprendre ce que leurs ancêtres avaient su. Ce n'était pas une renaissance rapide ou spectaculaire, c'était une guérison lente, mais déterminée. La société perse s'adapta aux nouvelles conditions. Les artisans, dont les mains avaient autrefois créé les plus beaux carreaux de céramique ou les tapis les plus fins, recommencèrent à travailler. Les marchés, d'abord calmes et vides, se remplirent de nouveau de couleurs, de voix et d'odeurs. Les caravanes, d'abord rares, recommencèrent à franchir les montagnes et les déserts, reliant l'Iran à la Chine, à l'Inde et à l'Empire ottoman naissant. Le commerce, qui avait toujours été un fil reliant les peuples, devint un outil de reconstruction. Les Mongols, eux aussi, évoluaient. Leurs enfants naissaient sur la terre perse, parlaient le persan, mangeaient les plats locaux et apprenaient l'histoire du pays. Ils n'étaient plus simplement des cavaliers venus de loin. Ils devenaient des citoyens d'un monde qu'ils avaient d'abord maltraité, puis commencé à comprendre. Ce mélange, parfois fragile, donna naissance à quelque chose de nouveau, une culture hybride, faite de force nomade et de finesse sédentaire. Les arts revinrent aussi. La miniature persane, cet art délicat de peindre des scènes de poésie et de légende, fleurit à nouveau. De grands manuscrits illustrés furent produits à Tabriz, Chiraz ou Hérat. Les poètes reprirent la plume. Certains chantèrent la perte, d'autres la survie. Des noms comme Hafez, Saadi et Khwajou apparurent, continuant la tradition des mots puissants qui guérissent les cœurs. Le mysticisme soufi gagna en popularité, offrant aux gens une consolation spirituelle dans un monde incertain. Sur le plan politique, la Perse ne retrouva pas immédiatement son unité. Le pays fut divisé entre différents royaumes, chefs mongols ou dynasties locales. Mais peu à peu, une idée ancienne resurgit, celle d'une terre unie, forte de son passé et capable de se relever. Cette idée n'était pas encore concrète, mais elle flottait dans les esprits comme une lumière au loin. L'héritage des Mongols, paradoxalement, ne fut pas seulement celui de la ruine. En imposant leur domination, ils créèrent aussi un réseau de routes sûres à travers l'Asie, facilitant les échanges d'idées, de biens et de techniques. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Pax Mongolica permit aux marchands, savants et voyageurs de circuler plus librement qu'avant. Ainsi, même les blessures laissées par les invasions servirent à ouvrir la Perse au monde extérieur, à de nouvelles influences et à de nouvelles formes de connaissances. À travers tout cela, le peuple perse ne perdit jamais son lien avec son identité. Les traditions, les fêtes comme Nowruz, les récits des anciens héros restèrent vivants. Dans les villages, les conteurs transmettaient encore les histoires des temps anciens. Dans les mosquées, les imams rappelaient la force de la foi. Dans les maisons, les familles racontaient encore ce qu'était la Perse et ce qu'elle pouvait redevenir. Finalement, les siècles qui suivirent les invasions mongoles furent non seulement des temps de reconstruction, mais aussi de transformation. La Perse devint un carrefour d'influences diverses, un lieu où la douleur du passé cohabitait avec l'espoir de demain. Elle ne resta pas figée dans la nostalgie, mais s'ouvrit à de nouvelles façons de penser et de vivre, sans jamais renier ce qu'elle avait été. Ainsi, de la cendre naquit une flamme différente, plus douce mais plus profonde, et cette flamme continua de briller, éclairant les générations futures, rappelant que la Perse, même face aux pires tempêtes, savait toujours retrouver son chemin. La dynastie des Safavides, le schisme et l'identité nationale, tout commença avec un garçon et un rêve. Au début des années 1500, un jeune chef nommé Ismaïl émergea des montagnes d'Ardabil, avec des turbans rouges sur les têtes de ses soldats et une flamme dans le cœur. Il n'était encore qu'un adolescent, mais il portait les espoirs d'un peuple longtemps coincé entre de grands empires et des souverains étrangers. Ce qu'il créa allait au-delà d'une simple dynastie, c'était une nouvelle identité persane. Une identité qui allait transformer la religion, la langue et l'âme du pays. Quand Ismaïl fonda la dynastie des Safavides en 1501, il fit quelque chose qu'aucun dirigeant de Perse n'avait fait depuis des siècles. Il fit du schisme la religion officielle de l'État. Ce n'était pas une décision légère. La majorité du monde musulman suivait l'islam sunnite, et le choix d'Ismaïl plaça la Perse sur une nouvelle voie souvent isolée, parfois même en conflit direct avec ses voisins.
C'était audacieux, c'était risqué, et cela changea tout. Par la foi et par la force, les Safavides propagèrent cette nouvelle identité à travers le pays. Au début, ce ne fut pas paisible. Beaucoup en Perse étaient encore sunnites, et certains résistèrent. Mais les rois safavides, à commencer par Ismaïl, puis par Shah Abbas le Grand, travaillèrent avec acharnement pour unir le pays sous une seule croyance. Des religieux furent formés, des mosquées construites, et des savants invités de l'étranger. Peu à peu, la Perse se transforma. La religion changea, mais la culture aussi. Les rituels, récits et fêtes chiites devinrent partie intégrante de la vie quotidienne. Et avec eux grandit un sentiment plus fort de ce que signifiait être persan. Mais l'histoire safavide ne se résume pas à la religion. C'est aussi une histoire de beauté, d'ordre et de fierté. La dynastie fit revivre l'art, l'architecture et la poésie persan. Sous Shah Abbas, des villes comme Ispahan se remplirent de mosquées élégantes, de vastes places et de bazars sinueux. Des tuiles bleues couvraient les dômes qui reflétaient le ciel. Des palais bordaient les rivières. Peintres, tisserands et calligraphes transformaient les objets du quotidien en œuvres d'art. Des voyageurs d'Europe et d'Asie venaient simplement pour arpenter ces rues. En même temps, les Safavides rendirent à la Perse sa puissance d'antan. Ils combattirent les Ottomans à l'ouest et les Ouzbeks à l'est. Ils ouvrirent des routes commerciales vers le monde, vendant soie, tapis et épices. Des pays européens envoyèrent des envoyés, espérant des alliances. La Perse, après des années de division, se tenait à nouveau debout avec fierté distincte, confiante et entière. Pourtant, malgré toute sa force, l'empire safavide avait ses failles. Le pouvoir restait concentré entre les mains du roi, et lorsqu'un dirigeant faible montait sur le trône, tout ralentissait. L'empire dépendait aussi beaucoup de son armée et de la religion, et parfois ces deux piliers entraient en conflit. Avec le temps, l'énergie qui avait bâti l'empire commença à s'essouffler. Au cours des années 1700, la lignée safavide s'affaiblit, et des envahisseurs venus de l'Est comme les Afghans saisirent leur chance. Et pourtant, l'époque safavide laissa un héritage durable. Elle donna à la Perse une forme claire, une croyance partagée et un sentiment d'identité renouvelé. Les turbans rouges ont peu être disparus et les palais se sont peu être effacés, mais l'esprit qu'ils ont éveillé brûle encore. Aujourd'hui encore, les Safavides sont rappelés non seulement pour ceux qu'ils ont gouvernés, mais pour ceux qu'ils ont bâtis dans le cœur du peuple. Cette conviction que la Perse était plus qu'un lieu, c'était une idée digne d'être défendue. Les Afsharides et les Ans, empire de l'entre-deux. La chute de l'empire safavide laissa la Perse dans un état de confusion profonde. Cette terre fière, autrefois debout avec de puissants rois et de grandes cités, était maintenant brisée. Différents groupes se battaient pour le pouvoir. Il y avait trop de rois, mais pas assez de paix. Pourtant, au milieu de cette tempête, deux noms émergèrent de la poussière, Nader Shah, des Afsharides, et Karim Khan, des Andes. Ils ont régné à des époques différentes et de façon très différente, mais tous deux ont essayé de recoller les morceaux de la Perse. Nader Shah était soldat avant d'être roi. Il venait d'un milieu simple, né dans une famille pauvre. Mais il avait un esprit vif et le cœur d'un guerrier. Alors que la Perse s'effondrait, Nader rassembla une armée et commença à repousser les envahisseurs. Il combattit les Afghans, refoula les Ottomans et prit le contrôle du nom safavide même si la lignée royale avait disparu. On l'appelait le Napoléon de la Perse à cause de ses batailles audacieuses et de son autorité ferme. Mais Nader Shah ne voulait pas être un roi ordinaire. Il rêvait plus grand. Il voulait que la Perse soit puissante à nouveau non seulement de nom, mais aussi dans les faits. Il mena son armée vers l'Est et étonna le monde entier en attaquant l'Inde et en prenant la ville de Delhi. Les trésors qu'il rapporta comme le célèbre trône du Paon et le diamant Koh-i-Noor étaient si immenses que certains disaient qu'il était devenu l'homme le plus riche de la planète. Pendant un instant, la Perse fut de nouveau au sommet. Mais le pouvoir peut être un fardeau. En vieillissant, Nader devint dur et méfiant. Il ne faisait plus confiance à personne ni à ses généraux, ni à sa famille, ni même au peuple.
Son règne devint cruel, beaucoup souffrirent, et même ses soldats les plus fidèles commencèrent à le craindre. Finalement, ses propres hommes l'assassinèrent dans son sommeil. Le grand empire qu'il avait voulu bâtir s'effondra presque aussitôt. Après sa mort, nombreux furent ceux qui essayèrent de prendre sa place, mais peu réussirent à gouverner. C'est alors qu'un autre genre de dirigeant apparut. Son nom était Karim Khan, et contrairement à Nader, il ne se proclama ni roi ni shah. Il se fit appeler le serviteur du peuple. Il gouverna depuis la ville de Shiraz et chercha à apporter la paix plutôt que la guerre. Il réduisit les impôts, aida les pauvres et relança le commerce. Le peuple le respectait non pas pour la taille de son armée, mais pour la douceur de sa gouvernance. Karim Khan ne rêvait pas de conquérir le monde. Il voulait reconstruire le cœur de la Perse. Sous son règne, l'art renaquit. Les jardins refleurirent et les marchés s'animèrent à nouveau. Il fit de Shiraz un centre de beauté et de poésie. Pendant un court moment, la Perse retrouva un semblant de calme. Mais le règne de Karim Khan prit fin avec sa mort. Et une fois encore, le pays se divisa entre chefs rivaux. La paix qu'il avait bâtie s'évanouit lentement. Pourtant, on se souvint de lui avec tendresse. Tandis que Nader avait apporté la gloire et la peur, Karim avait apporté le réconfort et l'espoir. Ces deux hommes si différents dans leur manière de régner montrèrent à quel point la Perse pouvait être à la fois fragile et forte. Ils furent comme des ponts entre deux grands empires, portant l'esprit d'une nation à travers des temps sombres et changeants. Et même si leurs royaumes ne survécurent pas, leurs histoires continuèrent à vivre dans la mémoire d'un pays toujours en quête d'équilibre. La dynastie Qajar, ombre coloniale et déclin intérieur. L'histoire de la dynastie Qajar commence dans un moment de faiblesse. La Perse avait autrefois été une terre de rois puissants et de palais dorés, mais à la fin des années 1700, elle avait perdu sa force. De nombreux dirigeants se succédèrent, mais aucun ne parvint à maintenir le pays uni. Puis arriva Aga Mohammad Khan, un homme plus craint qu'aimé, qui fonda la dynastie Qajar dans le sang et la violence. Il prit le pouvoir en écrasant ses rivaux un à un, unifiant les morceaux brisés de la Perse sous son autorité de fer. Il déplaça même la capitale à Téhéran, un simple village à l'époque, qu'il transforma en centre du pouvoir. Mais cette nouvelle dynastie reposait sur des bases fragiles. Même s'ils portaient des couronnes et régnaient depuis des palais somptueux, les rois Qajars avaient peu de contrôle en dehors des villes. Dans les campagnes, les tribus se combattaient entre elles et les bandits faisaient la loi. Le gouvernement était faible et l'armée ne pouvait rivaliser avec les puissances européennes qui devenaient de plus en plus fortes autour d'eux. Peu à peu, la Perse tomba sous l'ombre de puissances étrangères, surtout la Russie et la Grande-Bretagne. Ces deux puissances étrangères ne combattaient pas la Perse avec des épées ou des fusils. Elles utilisaient plutôt l'argent, l'influence et des accords qui semblaient justes mais ne l'étaient pas. Les Britanniques voulaient contrôler les routes commerciales et accéder à l'Inde. Les Russes voulaient descendre vers le sud et prendre plus de terres. Tous deux voulaient une part de la Perse. Ils commencèrent à offrir leur aide, des prêts, une protection, des accords commerciaux, mais chaque offre comportait des conditions cachées. Et les rois Qajars, ayant besoin d'argent et craignant de perdre le pouvoir, acceptèrent trop facilement. Petit à petit, la Perse perdit son indépendance. La Russie prit des terres au nord après des guerres que la Perse ne pouvait pas gagner. La Grande-Bretagne s'empara du commerce et du pétrole dans le sud. Les Qajars restèrent sur le trône, mais tout le monde savait qu'ils n'étaient plus vraiment aux commandes. Ils étaient devenus des marionnettes, et le peuple voyait bien les fils. À l'intérieur du pays, la situation n'était guère meilleure. La corruption régnait partout. Les routes et les écoles étaient en ruine. Beaucoup de gens vivaient dans la pauvreté pendant que la famille royale menait une vie de luxe. L'écart entre les riches et les pauvres se creusait d'année en année. Les impôts étaient lourds, mais les services publics manquaient. Le peuple devenait de plus en plus mécontent. Pourtant, tout espoir n'était pas perdu. Au début des années 1900, quelque chose de nouveau naquit dans le cœur des Persans ordinaires. L'idée qu'ils méritaient d'avoir une voix. Des marchands, des étudiants et des érudits s'unirent pour demander une constitution, un nouvel ensemble de règles destinées à limiter le pouvoir du roi. Ils voulaient un parlement,
où le peuple pourrait participer aux décisions. Après des protestations et même quelques combats, ils obtinrent gain de cause. Le roi dut accepter une constitution. Ce fut un moment de fierté. Mais le changement ne se fit pas sans peine. Les rois Qajars ignoraient souvent les nouvelles règles et les puissances étrangères continuaient d'intervenir. Le rêve de véritable liberté restait hors de portée. Un roi Qajar, Ahmad Shah, essaya de résister, mais il était jeune et faible. Dans les années 1920, la plupart des gens avaient perdu confiance en cette dynastie. Ils étaient fatigués des promesses non tenues et du contrôle étranger. La dynastie Qajar, autrefois pleine de fierté royale, était devenue le symbole de tout ce qui n'allait pas. Elle ne s'éteignit pas dans une grande bataille, mais dans un effondrement silencieux. Un nouveau dirigeant se levait, promettant force, ordre et indépendance. Ainsi se termina l'ère Qajar, laissant derrière elle des palais à la peinture écaillée, des archives poussiéreuses pleines de traités brisés, et une nation qui tentait encore de se relever. Mais même après la fin officielle de la dynastie Qajar, ses conséquences continuaient à se faire sentir. Les blessures laissées par les années de domination étrangère, de mauvaise gestion et de promesses trahies n'allaient pas guérir du jour au lendemain. Le peuple iranien portait encore le poids de ces décennies d'humiliation. Les paysans, les ouvriers, les femmes, les commerçants tous avaient été oubliés pendant trop longtemps. Leur confiance envers ceux qui gouvernaient était presque détruite. Dans les villages, la vie restait dure. Peu d'écoles, peu de médecins, presque pas de routes. Beaucoup de familles vivaient comme leurs ancêtres des siècles plus tôt, sans électricité, sans eau courante et sans aucun espoir que cela change. Ils avaient vu les rois vivre dans le luxe, entourés de bijoux, de festins et de palais, pendant qu'eux luttaient chaque jour pour nourrir leurs enfants. Cette injustice avait laissé une profonde colère. Dans les villes, un autre type de réveil commençait. Des jeunes Iraniens, parfois formés à l'étranger, revenaient avec de nouvelles idées. Ils avaient lu des livres sur la liberté, la justice et les droits des peuples. Ils parlaient de démocratie, de réforme et de la nécessité de construire un État moderne. Ils n'avaient pas peur de critiquer les anciens rois, ni de défier ceux qui profitaient encore du système. Ils voulaient un pays libre, instruit et fort, sans ingérence étrangère. Pendant ce temps, dans les vieux palais Qajar, les couloirs devenaient silencieux. Les portes restaient fermées, les murs se fissuraient et les tapis précieux prenaient la poussière. Les descendants de la famille royale vivaient toujours, mais leur pouvoir avait disparu. Ils n'étaient plus que des souvenirs d'un passé que beaucoup voulaient oublier. Mais l'histoire ne s'efface jamais totalement. Ce que la dynastie Qajar laissa derrière elle, les erreurs, mais aussi les leçons, allaient marquer les décennies suivantes. Le pays savait désormais ce qu'il ne voulait plus. Des dirigeants faibles, corrompus et soumis aux volontés des étrangers. Cette conscience, lente à naître mais profonde, allait nourrir les luttes à venir. Certains dirent que les Qajars avaient échoué parce qu'ils n'avaient pas compris leur peuple. D'autres pensaient qu'ils avaient simplement eu peur du changement, être un peu des deux. Quoi qu'il en soit, leur chute ouvrit une porte. Une nouvelle ère allait commencer, avec ses propres défis, ses propres rêves et une nouvelle promesse, celle de rendre la Perse à elle-même. Ce chapitre de l'histoire, sombre et douloureux, ne fut pas vain. Il rappela à tout un peuple que la liberté n'est jamais donnée, mais toujours gagnée, et que parfois il faut d'abord toucher le fond pour pouvoir vraiment se relever. Les Pahlavis et la révolution islamique de 1979. Au début du XXe siècle, la Perse était fatiguée. Le peuple avait vu ses dirigeants perdre le contrôle, son territoire rétrécir, et sa voix rester sans écho. Alors, quand un homme nouveau apparut, promettant de ramener l'ordre et la force, beaucoup étaient prêts à l'écouter. Son nom était Reza Khan, un soldat aux yeux perçants et aux idées strictes. En 1925, il prit la couronne et devint Reza Shah Pahlavi. Il promit de reconstruire le pays, et pendant un temps, il y parvint. Reza Shah voulait moderniser l'Iran. Il fit construire des routes, des chemins de fer et des écoles. Il obligea les gens à porter des vêtements de style occidental et changea même le nom du pays, passant de Perse à Iran.
Il croyait que l'avenir se trouvait dans les machines, les usines et la science. Beaucoup approuvèrent ces changements. Mais Reza Shah dirigeait aussi d'une main de fer. Il n'aimait pas être contredit. Il repoussa la religion hors de la vie publique et fit taire ceux qui n'étaient pas d'accord. Il construisait un État plus fort, mais au prix de la liberté. Quand la Seconde Guerre mondiale éclata, Reza Shah essaya de garder l'Iran en dehors du conflit. Mais les Britanniques et les Soviétiques ne lui faisaient pas confiance. Ils pensaient qu'il était trop proche de l'Allemagne. Alors, en 1941, ils le forcèrent à abdiquer. Son fils, Mohammad Reza Shah, monta sur le trône. Le deuxième chapitre de la dynastie Pahlavi commençait. Mohammad Reza Shah commença son règne doucement, sous l'œil attentif des puissances étrangères, mais avec le temps, il montra sa propre ambition. En 1953, lorsqu'un premier ministre populaire nommé Mossadegh tenta de nationaliser le pétrole iranien, le trône du Shah fut menacé. Avec l'aide de la CIA et des services secrets britanniques, un plan secret fut mis en œuvre pour renverser Mossadegh et rendre le pouvoir total au Shah. Le peuple ne pardonna jamais vraiment cet épisode. Dans les années suivantes, le Shah devint plus riche, ses palais plus vastes et son cercle de fidèles plus restreint. Il lança un programme appelé Révolution blanche, avec des réformes agraires, des droits pour les femmes et de nouvelles écoles. Mais beaucoup trouvèrent ces changements forcés et trop rapides. Des paysans perdirent leurs terres. Les chefs religieux furent écartés. La richesse n'était pas partagée équitablement. La police secrète surveillait tout le monde. La peur entra dans la vie quotidienne. Pendant que le Shah présentait une image de progrès, sous la surface, la colère grandissait. Les religieux, les étudiants, les ouvriers et même certains militaires commencèrent à murmurer. Au cœur de cette tempête se trouvait une figure silencieuse en exil, l'ayatollah Ruhollah Khomeini. Sa voix, transmise par des cassettes et des écrits, entrait dans les foyers et dans les cœurs. Il parlait de justice, de foi et d'un retour aux vraies valeurs islamiques. Les gens l'écoutaient. En 1978, les premières manifestations éclatèrent. D'abord petites, puis plus grandes, puis irrésistibles. Les rues se remplirent de cris et de larmes. Les soldats tirèrent, mais le peuple continua de marcher. Le Shah quitta l'Iran début 1979, disant qu'il partait simplement en vacances. Mais tout le monde savait qu'il ne reviendrait pas. Quelques semaines plus tard, Khomeini rentra au pays. Les foules l'accueillirent comme un sauveur. La République islamique était née et la monarchie était finie. La couronne des Pahlavis, autrefois portée avec fierté, reposait désormais dans un musée, couverte de poussière. L'Iran avait tourné un coin décisif et plus rien ne serait jamais comme avant. La République islamique, entre passé et avenir, après le départ du Shah et le retour de l'ayatollah Khomeini, l'Iran entra dans une nouvelle ère. La monarchie disparut, et à sa place surgit quelque chose d'inédit, un pays dirigé par des chefs religieux, avec des lois islamiques gouvernant tous les aspects de la vie. On l'appela la République islamique d'Iran. Beaucoup de gens espéraient alors plus de justice, d'équité et une vie meilleure. Ils croyaient que ce nouveau système leur offrirait enfin cela. Mais le chemin ne fut pas facile. Les premières années furent pleines de confusion, de désaccords et de peur. Personne ne savait vraiment à quoi ce nouveau pays devait ressembler. Certains réclamaient plus de liberté. D'autres voulaient des règles religieuses très strictes. Mais c'est la voix de Khomeini qui domina. Sous sa direction, l'Iran devint un pays où la religion et la politique étaient intimement liées. Les lois islamiques réglaient les tribunaux, les écoles et même les émissions télévisées. Les femmes durent porter le hijab. La musique, les livres, tout était surveillé, et ceux qui critiquaient trop fort étaient réduits au silence. Puis, peu après la Révolution, une autre épreuve survint. En 1980, le président irakien Saddam Hussein pensa que l'Iran, affaibli et divisé, serait facile à vaincre. Il lança une invasion, espérant une victoire rapide. Mais l'Iran ne céda pas. Au contraire, il se dressa avec force. Pendant 8 longues années, la guerre Iran-Irak fit rage.
Des villes furent bombardées, de jeunes garçons furent envoyés au front, des familles entières pleuraient. Pourtant, le pays ne s'effondra pas. Cette guerre, terrible et douloureuse, laissa des cicatrices profondes, mais elle renforça aussi le sentiment d'unité. Beaucoup pensaient avoir résisté ensemble à quelque chose d'effroyable. Quand Khomeini mourut en 1989, la question se posa: que va-t-il se passer maintenant? Il avait été plus qu'un dirigeant, il était un symbole. Pourtant, la République islamique continua. Un nouveau guide suprême fut nommé l'Ayatollah Ali Khamenei. Des présidents furent élus, mais le véritable pouvoir resta entre les mains du clergé. Peu à peu, un rythme s'installa. Tous les quelques années, les Iraniens votaient. Certains présidents étaient plus ouverts, d'autres plus stricts. Mais au fond, le système ne changeait pas. Pourtant, les espoirs ne mouraient pas. Une nouvelle génération d'Iraniens, grandissant avec les téléphones, la musique et des rêves différents, commença à poser des questions. Ils voulaient du travail, ils voulaient être libres, ils voulaient être écoutés. Parfois, les rues se remplissaient de protestations. Le gouvernement répondait, souvent durement. Mais les voix ne disparaissaient jamais complètement. Elles revenaient sans cesse après les élections, lors des crises ou après la perte de liberté ou de vie. À l'étranger, l'image de l'Iran changeait aussi. Certains le voyaient comme une menace, d'autres le considéraient comme mal compris. Des sanctions furent imposées. Des accords furent signés, puis abandonnés. Le monde regardait l'Iran avec attention, mais sans toujours le comprendre. Un pays aux racines anciennes, à la culture profonde, peuplé d'un peuple fier, était souvent réduit à des titres de journaux et à des conflits politiques. Et malgré tout cela, l'Iran avançait, tiraillé entre la volonté de préserver ses racines et celle de construire quelque chose de nouveau. L'appel à la prière résonne encore dans les rues, mais aussi la musique jouée en cachette, les rêves chuchotés entre amis, et l'espoir silencieux porté dans les cœurs.